Bien, nous sommes heureux de vous accueillir à la Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin, qui, comme son nom ne l'indique pas, est la Maison des Sciences de l'Homme des universités de Nantes, d'Angers et du Mans. Et je profite de cet accueil qui nous fait grand plaisir, qui devait avoir lieu précédemment au printemps. Et puis, un certain nombre d'événements importants ont fait qu'il a été reporté. Je profite donc de cet accueil qui a lieu maintenant à l'automne pour vous dire que c'est une année importante et en particulier ces derniers mois de l'année 2023 pour notre Maison des Sciences de l'Homme, puisque nous nous apprêtons à célébrer nos 30 ans d'existence au mois de décembre. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur la Maison des Sciences de l'Homme, je pense que ça n'est pas nécessaire, j'en suis le directeur. Et je suis d'abord et avant tout historien, philosophe des sciences au sein du Centre François Viette, donc d'épistémologie, histoire des sciences et des techniques. Je m'intéresse aux savoirs environnementaux dans les sociétés anciennes, c'est-à-dire je m'intéresse aux premières représentations de l'environnement et du cosmos telles qu'elles peuvent naître dans différentes sociétés. Donc, je travaille sur les cosmologies, sur la météorologie, je travaille beaucoup sur les médecines anciennes. Donc évidemment, même si je travaille sur des époques qui sont des époques qui peuvent paraître un petit peu à l'écart des débats contemporains, mais ça j'ai envie de dire c'est juste une apparence. Le sujet qui a conduit à l'invitation de Sylvain aujourd'hui est forcément un sujet qui retient toute mon attention, parce que c'est un sujet, je dirais, c'est même le sujet sur lequel tous les historiens et philosophes des sciences finissent par buter. Et donc je me suis autorisé, mais aussi parce qu'on m'y avait invité, à préparer un petit speech introductif, qui est vraiment mon point de vue sur la question, mais qui revient à poser quelques questions, des éléments de problématique, qui, je le sais, recoupent ce dont il va être question tout de suite après moi de la part de Sylvain. Alors j'ai apporté 2 pages du Journal du Monde, donc d'un numéro du 27 janvier 2023. J'avais un premier article dans la rubrique Planète, titré Climat, des scientifiques tentés par la radicalité. Et donc sous ce petit chapeau introductif, malgré les risques pour leur carrière, certains chercheurs rejoignent des actions de désobéissance civile. Donc c'était une page complète. Et dans le même numéro du 27 janvier, une tribune signée par des scientifiques, un collectif international de spécialistes du climat. Donc c'est une tribune d'une demi-page qui était titrée ainsi « Les climatologues sont aussi des citoyens et doivent pouvoir s'exprimer librement ». Je vais commencer par ces deux pages du Monde. Je les résume très très simplement parce que je pense qu'elles posent assez bien le cadre. De ce point de vue-là, d'ailleurs, la page dans la rubrique Planète était plutôt bien, je trouve bien positionnée. Donc c'est un article d'Audrey Garrick et qui était présenté comme une enquête. C'est normal, je suis une ancienne étudiante. Voilà. De Toulouse. Et dans cette enquête, elle centrait son propos sur la situation de Rose Abramoff, biogéochimiste, qui est aussi une relectrice du dernier rapport du GIEC, qui exprimait son sentiment d'impuissance en tant que représentante à la fois de la communauté scientifique et représentante des experts du GIEC. Alors, elle était citée ainsi dans les premières lignes de l'article. « Seuls mes pairs lisaient mes articles qui ne semblaient pas avoir d'effet tangible. » Alors, il se trouve que Rose Abramoff s'est fait connaître surtout, je dirais, sur la scène médiatique, parce qu'en tant que membre du collectif Scientist Rebellion, qui est une émanation de Extinction Rebellion, donc un collectif qui était lancé en février 2020, à la suite d'un appel de 1000 scientifiques, qui avait été publié dans différents organes de presse, dont Le Monde, et que, en tant que membre de ce collectif, Rose Abramoff avait ressenti fortement le désir entre guillemets, de sortir de sa posture, je dirais, académique, à l'occasion d'une conférence internationale, une conférence de l'American Geophysics Union,
donc qui se déroulait en décembre 2022. Et pendant cette conférence, avec un collègue qui l'accompagnait, elle avait sorti une banderole pendant que les orateurs intervenaient, sur laquelle était écrite Out of the lab and into the streets. Donc sortez de vos labos, allez dans les rues. Alors elle a été immédiatement expulsée du lieu de cette rencontre, et puis les sanctions étaient immédiates. Elle a été licenciée par son institut de recherche, qui était un institut public. Elle a été licenciée, et le motif du licenciement était mauvais usage des ressources gouvernementales. Et cet événement qui avait ému évidemment une partie du monde scientifique, qui a donné lieu à la tribune, donc publiée dans le même numéro du Monde, une tribune donc signée par 1500 chercheurs internationaux qui dénonçaient cette situation. Et donc dans cette tribune, de même que dans l'article d'Audrey Garrick, eh bien, il était rappelé qu'un certain nombre de scientifiques aujourd'hui, en particulier ceux qui s'intéressent aux questions climatiques, environnementales, etc., ne veulent plus se contenter d'être des chroniqueurs du désastre écologique, et considèrent que la désobéissance civile relève aussi de leur responsabilité, en ayant parfaitement conscience que cette désobéissance civile ne se substitue pas, et surtout ne doit pas se substituer aux voies classiques de production de la connaissance scientifique. Certaines revues scientifiques prestigieuses, d'ailleurs, soutiennent la démarche. Alors là, on avait deux questions de fond posées. Et là, c'est moi qui reprends la parole après ces deux pages du Monde. C'est évidemment la question de la place du scientifique en tant qu'individu, ou la place des institutions scientifiques, c'est-à-dire un collectif au sein de la société. La science doit-elle être pensée sur le mode du sanctuaire totalement à l'écart des débats sociaux et politiques? Et il est vrai que certaines écoles de pensée peuvent encourager ce positionnement, cette posture. Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver à concilier deux figures opposées, qui sont des figures qui sont inscrites de longue date dans notre histoire, hein, qui n'ont rien à voir avec notre présent, hein, qui ont toujours coexisté, il me semble, dans l'histoire de la pensée occidentale. C'est la figure du penseur engagé, alors désigné comme l'intellectuel à partir d'un certain moment, et puis la figure du penseur solitaire qui reste à l'écart dans une sorte de tour d'ivoire intellectuel qui lui permet d'avoir un regard lucide sur le monde, précisément parce qu'il n'est pas engagé, dans le monde. Et ce serait ce retrait qu'il s'impose qui lui permettrait d'avoir le regard lucide du savant, de l'homme de science, du philosophe. Bon. Alors, autre manière de poser la même question, le scientifique est-il un citoyen comme les autres? Ou plus radicalement, le scientifique est-il un citoyen? Un exemple qui m'apparaît souvent intéressant en termes de comparaison, c'est celui de l'institution militaire, l'armée qu'on appelle la Grande Muette. Le militaire a-t-il le droit d'être un citoyen comme les autres? Alors tant qu'il porte l'uniforme et qu'il est sous les drapeaux, en théorie, non. Mais le militaire, il lui arrive à un certain moment de son existence où il ne porte plus l'uniforme, il n'est plus sous les drapeaux. Hein, comme tout le monde, il a droit au repos et il a le droit à une activité citoyenne et civique. Et à ce moment-là, quel est son statut? Alors, est-ce que le scientifique, lorsqu'il est porteur de sa blouse blanche, alors évidemment, stéréotype du scientifique qu'il faut dépasser, mais enfin, lorsqu'il est porteur de sa blouse blanche, est-ce qu'il est un citoyen comme les autres? Est-ce que lui aussi, il appartient à une communauté qu'on pourrait désigner comme étant la Grande Muette, la communauté des scientifiques institutionnels? Alors derrière tout ça, il y a évidemment cet idéal de la neutralité scientifique. Alors idéal dont on sait très bien, dès lors qu'on fait de la sociologie, de l'histoire des sciences, qu'il faut le remettre en cause. Hein. La neutralité scientifique est un mythe, de mon point de vue en tout cas. L'idée d'une science qui serait absolument objective, absolument neutre et qui ne subirait aucune forme d'influence extérieure à sa propre démarche scientifique, c'est une idée qui ne tient pas de mon point de vue, qui reviendrait à penser la science comme une démarche hors sol, issue de spéculations de purs esprits. Or, la science, elle est faite d'institutions, elle est faite de réseaux, elle est faite de jeux de pouvoir et d'influence, et surtout la science, pour pouvoir exister, elle a besoin de financeurs. Et les financeurs, en général, ils financent avec un certain nombre d'objectifs en vue. Donc penser que le scientifique puisse exister sans tenir compte des objectifs ou des orientations de celles et ceux qui le financent,
C'est évidemment, bon, c'est peut-être un bel idéal, mais c'est un idéal qui se heurte à la réalité des faits de la science telle qu'elle se pratique. Donc en fait, c'est une sorte de mythe auquel nous sommes souvent attachés. Alors, il faut le recontextualiser, ce mythe, afin d'éviter les caricatures, afin d'éviter les malentendus sur ce qu'est la science et ce qu'elle n'est pas. Néanmoins, je considère que ce mythe, il n'est pas sans pertinence. Donc s'en écarter, ça ne veut pas dire le considérer qu'il est totalement illégitime et sans vertu. Il me semble que l'intérêt de ce mythe, ou de cet idéal, c'est qu'il permet aussi de poser les garde-fous, qui sont les garde-fous indispensables à l'administration de la preuve scientifique, qui est quand même la démarche scientifique telle que nous la concevons. Parce qu'il est évident que tout engagement sans prise de distance, tout activisme sans prise de recul, ne peut qu'introduire des biais qui viendraient fausser et invalider la méthode et la démarche scientifique. Donc dès lors qu'il s'agit de sortir de son laboratoire pour s'adresser à la société, le scientifique en fait est souvent soumis à des injonctions contradictoires et à un ensemble de dilemmes qui viennent sans cesse se renforcer mutuellement et s'alimenter mutuellement. Et puis il y a aussi le risque de l'engagement indu et problématique des institutions, parce que le scientifique c'est un individu, mais c'est un individu qui n'existe pas sans un collectif. Lorsqu'il prend parti, le scientifique parle-t-il en son seul nom, ou bien engage-t-il la communauté à laquelle il appartient? Et on sait que récemment, il y a eu un certain nombre de débats sur des scientifiques qui avaient pris des prises de position et qui se sont fait rappeler à l'ordre par leurs institutions comme étant en dehors des clous. Alors, évidemment, considérer qu'un scientifique, un chercheur, parle en son seul nom lorsqu'il s'exprime, reviendrait à considérer que les travaux qui fondent son propos et qui le légitiment en tant que scientifique n'ont pas de valeur et ne sont pas reconnus par son institution. S'il parle en son seul nom, les travaux sur lesquels il s'appuie pour parler sont des travaux qui n'ont pas de valeur au sein de sa communauté. Or, ces travaux ont été reconnus, ils ont été reconnus par ses pairs, et donc dès lors que l'on engage ces travaux, de facto, même peut-être de manière très indirecte, mais de facto on engage ses pairs, puisqu'on se fonde sur des travaux qui sont reconnus par sa communauté. Donc, d'une certaine manière, je serais tenté de dire que le scientifique qui est reconnu au sein d'une communauté, d'une institution donnée, ne peut jamais véritablement être en situation de ne représenter que lui-même, puisque son autorité scientifique repose sur un principe collectif. Il n'y a pas d'autorité individuelle. L'autorité suppose la reconnaissance par un collectif. Alors, ici, je voudrais renvoyer à Bruno Latour sur des questions plus proprement épistémologiques liées à ces dilemmes. Bruno Latour qui me semble avoir assez bien mis le doigt sur les difficultés inhérentes à la dimension prescriptive de la science et à propos de la question climatique. Donc ici je fais référence à son ouvrage célèbre, Face à Gaïa, 8 conférences sur le nouveau régime climatique, et en particulier à la première conférence. Et dans cette première conférence, intitulée sur l'instabilité de la notion de nature, Bruno Latour semble vouloir mettre en évidence les failles et les points de fragilité qu'offre le discours des scientifiques et des experts face au coup de butoir des climato-sceptiques et face au coup de butoir des lobbies industriels qui souhaitent que l'on ne change surtout rien au monde tel qu'il va. Et Latour montre que, en particulier, dès lors que l'on invoque la nature, on ne se contente pas de définir une loi morale, mais on cherche à rappeler à l'ordre de la nature, ceux qui s'en écarteraient. Et donc, de son point de vue, la notion de nature comporte inévitablement une dimension polémique, quelle que soit la manière dont on l'aborde. En tout cas, dans les débats contemporains, on est forcément déjà dans quelque chose qui est polémique. Or, cette invocation du monde naturel est par définition instable, et moi j'ajouterais que la science elle-même est par définition instable. Et ce que Latour montre, c'est que les climato-sceptiques ont très bien compris cela, et qu'ils utilisent justement cela. Et je cite une phrase de Latour qui est la suivante: « Grâce à cette fausse querelle, un argument qui restait la découverte d'un petit nombre d'historiens des sciences devient maintenant visible au grand jour. » Alors il précise cette affirmation dans une note de bas de page que je vous cite parce qu'elle est assez intéressante.
Et donc, dans une note de bas de page, il écrit « On peut dire que toutes les questions du domaine des science studies », et là il renvoie à Dominique Pestre, notamment, qui a défini ce champ, « toutes ces questions sont devenues publiques à cette occasion », donc le débat sur le climat, etc., sur le changement climatique, et que les questions posées, par exemple, et là il donne un ensemble de références que je vous passe, donc des travaux de référence en matière d'épistémologie, de philosophie des sciences appliquées à la question du climat. Donc les questions posées donc, par un certain nombre d'auteurs qu'il mentionne sont devenues des questions publiques, alors qu'à l'origine elles étaient issues d'une communauté scientifique et elles faisaient l'objet de débats entre experts et entre spécialistes. Alors Latour essaye de contextualiser ça d'un point de vue maintenant plus je dirais, sociopolitique, en expliquant que dès les années 1990, des groupes de pression puissants se sont mobilisés pour jeter le doute sur les faits qui sont la grande affaire des scientifiques, établir des faits, faits qui commençaient à faire consensus dans les communautés de chercheurs, et que l'absence de certitude scientifique, qui est une démarche classique d'une communauté scientifique, pouvait faire le lit et pouvait même devenir l'argument central des climato-sceptiques. Et on pouvait par conséquent légitimement s'attaquer à la charge prescriptive des certitudes scientifiques, étant donné que les certitudes scientifiques seraient un leurre ou un mythe du point de vue de certains scientifiques, ou en tout cas de la manière dont on interprète le discours qu'ils tiennent sur leur démarche scientifique. Et Latour renvoie ici à Franz Luntz, donc, qui est psychosociologue, mais qui est aussi un stratège du Parti républicain aux États-Unis d'Amérique. Franz Luntz, qui s'était appuyé sur cet argument, et il rappelle que Franz Luntz est celui qui est l'inventeur de l'expression changement climatique à la place de réchauffement global. Ce qui n'est pas qu'une affaire de simple sémantique, de passage de l'une à l'autre. Et en fait, Latour parle ainsi d'une maladie auto-immune de l'institution scientifique. Et donc, pendant que le consensus entre spécialistes sur les enjeux climatiques se renforce, en fait, il continue à rester inaudible du grand public, et en particulier d'un certain nombre de décideurs qui retournent contre la communauté scientifique ses propres arguments. Alors que, selon Latour, et je cite, « D'écrire, c'est toujours non seulement informer, c'est alarmer, émouvoir, mettre en mouvement, appeler à l'action, peut-être même sonner le tocsin. Cependant, ce qu'il appelle l'épistémologie ordinaire ne pèse pas bien lourd. » Donc face à ce constat, et je terminerai là-dessus, que dire, que faire? Alors Latour, lui, préconise instamment de ne pas être comme une sorte de... Alors ce ne sont pas ces termes, hein, là ce sont la manière dont je lis son propos, de ne pas être comme le sage épicurien qui, depuis les hauteurs d'un rivage sûr, regarderait l'humanité s'agiter sur un navire secoué par la tempête et promis à un naufrage certain. Donc en fait, je voudrais revenir ici à deux très anciennes figures de la sagesse philosophique qui se sont posées très très tôt dans l'histoire des écoles de philosophie grecques. C'est une figure qui est incarnée en propre par la philosophie d'Épicure, celle du désengagement du sage, du philosophe, qui vit en retrait, c'est le fameux jardin d'Épicure, et qui se tient à l'écart des affaires de la cité qui ne peuvent que troubler la quiétude de l'esprit, un esprit occupé par la seule recherche de la vérité et du bonheur, donc première figure, et puis figure antagoniste que l'on rencontre chez la grande école concurrente de celle d'Épicure, c'est l'école des stoïciens, où le philosophe se doit d'inscrire sa démarche au cœur de la cité, au milieu de ses semblables, dans l'espoir de les aider à progresser vers la vérité. Or, on sait dans l'histoire ancienne que les stoïciens n'ont pas hésité, dans cette démarche qui était la leur, dans cette démarche, je dirais, de vertu au service de la société, n'ont pas hésité à se faire conseiller des puissants et conseiller des princes, et pas toujours les meilleurs. Donc, on sait que quelques-uns se brûlèrent se faisant les ailes. Donc, combien de renonciations, combien de compromissions, combien de contradictions entre agir et penser pour le sage, pour le philosophe, pour le savant, qui se veut aussi politique. Alors je pense que c'est cela dont nous devions discuter cet après-midi et dont nous allons certainement discuter de manière passionnante. Voilà, quel scientifique voulons-nous être se peut-il qu'un juste milieu, un équilibre puisse être trouvé entre deux postures apparemment antagonistes?
La science peut-elle être militante? Et si oui, quelles sont les formes acceptables ou légitimes de ce militantisme? Et donc, Sylvain, je te laisse enchaîner. Merci beaucoup pour cette présentation, Frédéric. Alors, c'est bien parce que tu as posé plein de problèmes sur la table qui fait que je vais pouvoir gagner du temps sur la partie épistémologique de ma présentation. Mais avant ça, je veux dire merci à la Message et toute son équipe d'avoir organisé cette présentation. Et merci particulièrement, bien sûr, à Jean-Baptiste qui a été vraiment un artisan de ma venue, de l'annulation, mais de la revenue. Et c'était pas si simple de retrouver des dates. Et donc, je suis très content d'être à Nantes. La dernière fois que je suis venu à la Message, c'était il y a peut-être 10 ans. Donc, ça fait un bail que je ne vous ai pas vu, certains d'entre vous. Je suis content d'être là. C'est un peu bizarre d'être d'ailleurs dans un truc un peu de format conférence, alors qu'on pourrait aussi se mettre autour d'une table et peut-être faire un format plus recherche et séminaire. Donc si vous avez envie de m'interrompre, tout ça, on peut y aller aussi, même si la captation vidéo rend le truc un peu, voilà, on peut peut-être casser le côté un peu formel. En tout cas, ce que j'ai choisi comme format, c'est d'abord de commencer par le petit cheminement de recherche depuis la dernière fois que je suis venu, ce qui s'est passé, previously dans ma vie de chercheur, et de revenir notamment sur la façon dont j'en suis arrivé à venir m'intéresser à ces questions-là, parce que moi je suis pas un historien des sciences au départ, et je suis pas un sociologue des sciences, même si là du coup je commence à être de plus en plus invité de ce côté-là, mais au départ moi je travaillais vraiment sur les groupes d'intérêt économiques et dans leur rapport aux hauts fonctionnaires. Donc le parcours c'est hauts fonctionnaires sur la thèse d'immigration, hauts fonctionnaires à Bruxelles en lien avec le patronat, et à partir de là, comme les lobbyistes ils utilisent la science pour faire du lobbying, je suis ces logiques-là, et que ce soit mon HDR en version française chez Agon ou version actualisée en anglais pour Routledge, en 2018, mon enquête sur le lobbying a terminé sur 3 chapitres qui ouvraient sur les questions de utilisation de la science, enrôlement de la science et de l'argument scientifique dans l'influence, et notamment montrer tout le jeu dans les réunions internes de certaines associations patronales, comme ici une association patronale qui défendait les métaux au niveau européen, tout le jeu argumentatif qui passe par des propositions pour recalculer les valeurs limites d'exposition à certaines substances, négocier avec l'agence chimique européenne directement et en contournant le Parlement, etc., mais pour créer des huis clos plus ou moins réglementaires dans lequel ce qui est vraiment échangé, c'est une forme d'information technique, et donc ce qui compte, c'est des capitaux scientifiques dans des arènes réglementaires. Et donc, comme j'ai pas mal travaillé sur ces questions-là, de fil en aiguille, j'en suis venu à m'intéresser à la façon dont ces groupes d'intérêt utilisaient la science, quel type de chercheurs étaient mobilisés, comment ils utilisaient l'argument scientifique et l'autorité scientifique pour pousser leur intérêt, avec cette idée que beaucoup de position papers, ces papiers de position qui sont portés par les groupes d'intérêt auprès des décideurs, ils prennent de plus en plus la forme d'articles scientifiques, voire même des fois maintenant c'est des articles scientifiques en pièce jointe qu'on envoie directement à des personnels administratifs en disant mais regardez ce papier dans Nature ou Science, il dit bien que notre produit il n'est pas dangereux, etc. Donc là il y avait un fil de recherche normal à tirer pour moi qui était de poursuivre ces questions-là. Et par ailleurs, chose que j'ai évoquée, alors pas énormément dans le bouquin, mais j'avais fait un papier pour Critique internationale, il existe cette dimension technique qui permet directement de parler pour des groupes d'intérêt aux bureaucrates, entre guillemets, mais il y a aussi beaucoup de consultations à Bruxelles, elles se font avec la casquette industrie d'un côté et citoyen de l'autre. Et donc il y a aussi des tactiques d'influence qui passent par des choses un peu plus grises, comme ce qu'on appelle les astroturfs, c'est-à-dire des fausses ONG, qui sont pilotées par des agences de relations publiques, qui fait qu'en fait le business peut intervenir à la fois sous l'angle de la casquette on a des experts, notre produit n'est pas dangereux, etc., mais aussi avec une casquette citoyenne, typiquement si vous êtes un laboratoire pharmaceutique, avoir aussi le Forum européen des patients qui dit en même temps que vous tel produit, on le veut, il n'est pas dangereux, il faut le mettre en commercialisation rapidement, ça peut être utile. Et donc il y avait eu des scandales comme ça, ça date, là, c'était 2003 ou 2005 sur le Forum européen des patients, dont on s'était rendu compte que la plupart c'était dans un cadre, qui l'animait, c'était dans un cadre de l'industrie pharmaceutique. Donc cette technique-là, on l'appelle l'astroturf, c'est-à-dire on crée une fausse ONG et l'industrie parle sur les deux casquettes, à la fois la casquette industrielle et la casquette citoyenne. Mais ce qu'on a vu poindre au moment, aux alentours de 2017 et autour des débats autour du renouvellement de glyphosate, c'est une espèce de modèle hybride de cette chose-là, et notamment cette organisation qui s'appelle Sense About Science, du sens à propos de la science,
qui est organisé, donc 2017, on est en plein dans les polémiques, donc là on est dans le renouvellement du glyphosate à partir de maintenant pour les 10 prochaines années, mais en 2017 le glyphosate est renouvelé pour 5 ans, et donc comme c'est une substance qui est contenue dans pas mal d'herbicides et qu'elle est réputée cancérogène de par les classifications de l'OMS, il y a un débat à Bruxelles de savoir est-ce qu'on doit reconduire ou pas le renouvellement du glyphosate. Et au même moment, on a cette ONG donc, qui est Sense About Science, du sens à propos de la science, qui organise au Parlement européen un event. Est-ce que vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas, donc on a reperdu le... C'est pas grave, je vais le mettre sur le côté, comme ça vous le verrez. Hop, voilà. Et donc je vous donne ça, c'est la version que vous pouvez retrouver en ligne, qui est sur la chaîne YouTube de cette ONG. I want to make society a better place, and evidence matters to me because it helps me to do that. For at opnå det, skal vi vide, hvad der kan skade jagtens bæredygtighed. Szeretném, ha ez megváltozna, és a hozzám hasonló szülők a lehető legjobb tanácsokat kapnák. Faptele contează pentru mine, deoarece scopul meu a fost întotdeauna să învăț pe copii cum să folosească un calculator. Evidence matters to me because I want to do effective public engagement that helps people to understand and improve the world around them. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η έρευνα, η μελέτη και η ύπαρξη στοιχειοδετημένων αποδείξεων είναι κρίσιμες για την επίλυση αυτού του μείζωνος προβλήματος. Alors, je vais pas vous faire la version en entier, mais donc à la fin de la vidéo, vous voyez des députés, des eurodéputés qui répondent en disant bah oui, très bien, on va utiliser la science pour faire nos régulations, on va utiliser des faits, une evidence-based policy, etc. Et en fait, la chose qui est un peu, perturbante pour moi à ce moment-là, c'est que en fait, ce garçon-là qu'on voit, donc le dernier qui est projeté, donc notre Panagiotis là, en fait, lui, il est en thèse équivalent CIFRE, mais au bureau de lobbying de Toyota à l'époque. Donc là, il est présenté comme étudiant en mécanique. Et tous les gens sont présentés comme des simples citoyens, donc une prise de parole par en bas, spontanée, des gens qui viennent à Bruxelles spontanément, défendent la science auprès du Parlement. Mais d'une part, il y a certains acteurs qui parlent quand on commence à creuser, en fait, ils n'annoncent pas l'entièreté de leur position. En fait, oui, il est étudiant en mécanique, mais il travaille pour Toyota dans le bureau de lobbying, donc il n'y a qu'une moitié de l'identité qui est posée publiquement. Et par ailleurs, ces citoyens ordinaires, cette ONG, elle est financée par l'industrie. Et donc là, il y a quelque chose qui est... c'est une charity au sens anglais du terme, mais donc, en fait, dès qu'on commence à creuser dans la liste des financeurs, on va trouver de l'argent qui vient des fondations Koch, les Koch Brothers, une partie des fonds industriels américains, etc. Et en fait, quand on regarde comment c'est fondé au départ, donc... c'est le garçon au-dessus, donc, qui est Lord Dick Tavern, qui est un ancien lobbyiste de Philip Morris, qui a été ennobli sous Tony Blair, et qui, en fait, est le premier à l'initiative de lancement de cette ONG. Donc lui, j'ai fait un entretien avec lui au Royaume-Uni et à Londres, et il me raconte comment c'est lui qui ramène l'argent de deux grosses entreprises au départ, dont au moins une est BP, sur la table pour lancer cette ONG, et comment il va confier l'animation concrète, parce que lui, bon, il a autre chose à faire, à des gens qui sont des gens un peu activistes, qui me présentent comme étant des gens plutôt actifs, dynamiques, etc., et qui se trouvent être, on y reviendra après, en fait, des militants qui se réclament de l'idéologie libertarienne. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est que quand on regarde par rapport aux stratégies classiques d'influence, c'est pas simplement l'autorité, c'est pas simplement une logique où on crée un faux institut, par exemple de défense du tabac, l'Institut du tabac financé par le tabac, et puis on va porter des propositions en faveur de l'industrie du tabac, ou comme là en France, l'IREB, Institut de recherche sur les boissons, pendant longtemps Pernod Ricard et tout ça avait leur institut, qui existe toujours, mais qui est aujourd'hui assez visible et qui défendait tout un tas d'idées sur la consommation d'alcool. Là, en fait, ce qui est intéressant du point de vue, je trouve, sociologique, en tout cas pour moi, qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'en fait, c'est une association qui se présente comme étant des amateurs de science, donc des militants spontanés de la science, qui interviennent dans l'espace public, par en bas, donc ils apparaissent ni comme des savants officiels. Donc là, on a vu un chasseur de Hongrie, une mère de notre endroit, etc. Donc ils apparaissent pas comme ayant des titres
scientifique ou un statut dans l'académie, mais ils apparaissent comme étant des citoyens qui demandent de la science et qui veulent du vrai et qui veulent que on arrête avec la post-vérité et qu'on soit sur des politiques basées sur les faits. Et donc en fait, ce qui est capturé là, c'est pas simplement l'état des savoirs qu'on essaie d'orienter, etc. Ce qui est capturé là, c'est le soutien public à la science. Et c'est pas tout à fait la même chose historiquement. C'est-à-dire, c'est cette zone d'amateurs de science, d'amateurs éclairés, qui soutiennent l'activité scientifique, parfois depuis l'extérieur du monde académique, parce qu'ils sont journalistes, vulgarisateurs, etc., ou ils animent des cafés philo. Et c'est ça, en fait, qui est imité là, en fait. Et qui est présenté comme étant quelque chose de spontané et qui vient par en bas. Et quand vous lisez, donc là c'est un extrait des Monsanto Papers, vous savez, c'est ces papiers qui ont été mis en ligne suite au procès qui ont été faits notamment aux États-Unis. Donc en fait, quand les entreprises sont attaquées aux États-Unis, la logique, c'est que l'entreprise, pour se défendre, elle est obligée de donner les documents qu'on lui demande de donner, mais donc du coup elle lâche tout. Et donc elle noie les requérants sur des tonnes de cartons, etc. Et donc il y a des ONG qui classent, qui structurent ça et qui mettent ça en ligne. Donc sur l'ONG US Right to Know, par exemple, vous allez voir, vous pouvez télécharger. Donc c'est des sources pour les chercheurs qui sont intéressantes. Vous avez des archives internes de Monsanto où vous voyez, comme là, ce genre de papier, quelles sont les stratégies mises en place par les films de relations publiques que paye Monsanto pour attaquer et renouveler le glyphosate. Et ce qu'on voit bien sur ce genre de slide-là, sur le papier-là, c'est que vous avez 4 canaux qui sont envisagés pour faire de l'influence à ce moment-là. Un premier canal qui est Crop Life International, European Crop Protection Association. Donc ça, c'est ce que j'ai étudié finalement dans le livre Les cours-titres du capitalisme, c'est-à-dire c'est la confédération patronale classique. Donc Crop Life International ou European Crop Protection Association, c'est la confédération européenne des gens qui produisent des herbicides. Bon, là, c'est plusieurs entreprises qui se mettent ensemble et qui créent leur confédération, recrutent des experts, bon, voilà. Mais le canal numéro 2 est beaucoup plus intéressant parce qu'on va y retrouver Sense About Science, on va y retrouver AgBioChatter, qui est un chat, en fait, de gens qui sont intéressés sur les questions agro, et on a ce type d'ONG au milieu, dans le deuxième canal, qui en gros, on va travailler l'environnement des gens qui parlent de science ou se réclament de la science ou discutent de science dans l'espace public. Et donc, je commençais à suivre ces acteurs-là, en fait. Comment j'en suis arrivé à écrire sur les rationalistes et tout ça, mais en fait, je commençais à suivre ce genre de stratégie d'organisation-là. Et en fait, Sense About Science, quand ils arrivent en France, ils sont invités par une association qui est l'Association française pour l'information scientifique. C'est une des rares occurrences où je les vois passer chez nous, quoi, à Paris, quoi, à ce moment-là. Et en fait, ils sont invités aux 50 ans de l'Association française pour l'information scientifique, qui est une association qui, pareil, défend la science dans l'espace public. Et qui Sense About Science, la vidéo que je viens de vous projeter, elle est projetée à l'anniversaire de cette association. On est au Palais de la Découverte. Il n'y a que des gens qui se réclament de la défense de la science, et on a ce genre de présentation. Et quand vous lisez les Monsanto Papers, la FIS est aussi par ailleurs présentée comme étant un relais possible pour contenir et détruire publiquement ce qui a été écrit autour la première enquête Serralini. Alors préciser que je pense que cette première enquête n'était pas, contenait aussi des défauts. Donc, la question n'est pas là. La question est, du point de vue des Monsanto Papers, la FIS est un relais possible quand il y a des opérations médiatiques à mener. Et la FIS, encore une fois, est une association sans but lucratif et qui regroupe des gens qui défendent la science. Enfin, c'est pas un institut privé. Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la FIS n'est pas un astroturf. C'est-à-dire, autant Sense About Science, on peut voir les années de création, début des années 2000, et on voit bien le contexte, un consultant de Philippe Maurice, devenu Lord, etc. Des charities, des entreprises, pas loin, etc. Autant la FIS, c'est pas tout à fait la même histoire. C'est-à-dire que dès qu'on ouvre un peu l'histoire de cette association, en fait, elle est créée par un journaliste, Michel Rouzet, qui est membre d'une autre association dont on va parler pas mal aujourd'hui, qui est l'Union Rationaliste. Mais tout le parcours militant de ce garçon montre plutôt un ancrage à gauche, et plus qu'à gauche au sein du mouvement social depuis de nombreuses années. Donc Michel Rouzet, c'est quelqu'un qui est né en 1910, mais donc qui est fils de migrants polonais. Ses parents étaient au Bund. Donc pour ceux qui connaissent, il y a un livre qui vient de sortir sur l'histoire du Bund, le type de militant que ça pouvait être à l'époque du point de vue héritage politique paternel notamment. Il est militant SFIO, mais tendance gauche révolutionnaire, donc tendance Marceau-Pivert dans les années 30. Il est marié à Roger Tango, qui est en fait
pour ceux qui connaissent l'histoire de la guerre d'Espagne, est parti se battre avec la colonne du Ruti, qui est tuée par les franquistes en 1936. Donc, sa première épouse est tuée par les franquistes, elle était militante anarchiste, partie se battre au front, pour situer un peu le parcours du garçon. Au moment de la guerre, en fait, il s'échappe via le réseau Varian Fry, il regagne l'Algérie, et là, il devient résistant depuis l'Algérie, où il organise un réseau de renseignement. À la Libération, il est membre du PCF, et donc il reprend l'Alger républicain, le journal qui va être finalement interdit quand Henri Alleg va devenir directeur, mais il est parmi les 2-3 dirigeants de l'Alger républicain. Il couvre les massacres de Guelma en 1945, ses papiers sont interdits, parce qu'il est l'un des seuls à faire un récit des massacres de Guelma en 1945. Il regagne Paris, là il devient le bras droit d'Aragon au journal Ce Soir, il couvre les grèves de mineurs en 1947, il fait une série de papiers sur les hôpitaux psychiatriques assez détaillés. Et je vais passer des détails. Après, il va quitter le PCF parce que il est ramené à ses origines polonaises, suspecté d'intelligence avec le communisme polonais, et donc il est en rupture de ça. Après, il devient visiteur médical pharmaceutique, donc il passe dans les pharmacies pour vendre des médicaments. Donc là, il rencontre Barcia, qui est le fondateur de Hello, qui dirige l'association des fondateurs de visiteurs pharmaceutiques, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, à chaque fête de lutte ouvrière, il y a un stand de la FIS. Donc pour situer, en fait, c'est un personnage qui est à l'intersection des réseaux SFIO, PCF, trotskiste, et qui n'est pas du tout dans une logique de consulting quand il crée cette association-là. Et quand on lit les éditoriaux des numéros 1 des brochures de l'AFIS, de cette association française pour l'information scientifique, c'est même le contraire qu'on lit en fait. Il dit on crée les cahiers indépendants de tout groupe de presse et d'édition comme des caprices ou des combinaisons des hommes d'affaires, et on crée l'AFIS parce que le public est convié à comprendre comment derrière chaque succès scientifique correspond à une option préalable dans l'effort de recherche. Donc essayer d'expliquer au grand public qu'il y a quand même des choix qui sont faits à travers la science, etc. Donc là pour moi il y a un peu un puzzle, une espèce d'énigme à résoudre. C'est comment ça se fait que cette association créée en 68 par ce garçon qui a ce parcours-là, militant, aujourd'hui, quand c'est son anniversaire, bon lui il est mort depuis, mais on est en 50 ans de la création de cette association, en fait quand ils invitent des associations, ils invitent des choses comme Sense About Science, et globalement ont des discours finalement assez proches sur le glyphosate, sur ce qu'est l'innovation scientifique, technologique, etc. Comment expliquer cet alignement des planètes entre des groupements rationalistes issus d'une histoire sociale, d'un mouvement social, et des choses qui, par ailleurs, dans d'autres pays, en fait, sont tenues par des choses financées. C'est là, pour moi, le paradoxe. Donc là, je suis tombé sur un os, et donc je suis tombé sur 2 ans d'enquête qui n'étaient pas prévus au départ. Et au départ, en fait, je pensais faire quelque chose de rapide et de traiter ça parmi d'autres groupes d'intérêt, mais ça n'était pas possible. Donc il y a un livre, en fait, avant Ingrédients de la raison, il y a ce livre Militer pour la science qui est paru en 2019. Et donc 2017, glyphosate 2019, voilà, ça m'a pris 2 ans pour poser pour essayer de reconstituer cette histoire de cette association et de ce qu'il y avait avant cette association et autour. Voilà, c'est ça l'histoire du making of de cette enquête. Et donc c'est pas si simple de construire un objet de ce type-là parce que en fait déjà le problème c'est que il y a pas toujours, il y a des problèmes de sources, il n'y a pas toujours d'archives, il n'y a pas toujours donc faut retrouver des militants de l'époque, faut aller voir dans les locaux, voir qu'est-ce que la FIS. Par exemple, l'essentiel des archives que j'ai, c'est un coup de bol, c'est parce que en fait, une des membres de la famille de Michel Rouzet était dans un centre de recherche sur la Chine à l'EHESS, et il se trouve que c'est elle qui avait gardé des cartons d'archives de Michel Rouzet dans sa cave, et qu'en fait, quand j'ai vu son nom sur certaines des brochures, j'ai les googlisé, j'ai vu qu'elle était à l'EHESS, je l'ai écrite, elle m'a dit « Ah, mais j'ai encore ça dans ma cave », et donc j'avais une série d'archives personnelles que depuis j'ai déposé du coup à la Contemporaine à Nanterre, mais qui étaient des archives vraiment pas classées et dans un vieux carton, voilà. Et souvent c'est le cas, c'est en fait pour trouver des documents, j'ai dû aller voir des gens qui avaient gardé des choses et c'était pas du tout des choses totalement sérieuses. Mais il y a d'autres difficultés plus je veux dire, sociologiques ou épistémologiques quand on veut construire une sociologie des groupements rationalistes. C'est tout d'abord, ça oblige à penser des choses qu'a pas mal évoqué Frédéric dans l'introduction, mais qui est en gros est-ce que ces scientifiques ont toujours raison en fait quand ils vont dans l'espace public, et qu'est-ce que je fais quand je fais une sociologie de ces gens-là, qu'est-ce que je fais vis-à-vis de la vérité scientifique, est-ce que quelque part on trahit la science, est-ce qu'on a une posture relativiste par exemple,
en disant finalement tous les énoncés se valent. Est-ce que je dois les traiter comme en sociologie des controverses, en disant symétrie d'arguments, finalement, peu importe leur rapport à la vérité, je travaille sur des controverses publiques, donc finalement qu'ils soient savants, on s'en fout, et je mets cette idée de cette propriété de côté, et je regarde juste comment les arguments s'échangent. Et en fait, ce que j'essaie de construire le livre, c'est pas ce chemin-là. C'est un chemin où plutôt où on dit, en fait, il y a effectivement un champ scientifique, un espace scientifique dans lequel on a des modèles contrôlés de produire des énoncés, de produire des éléments consolidés et plus vrais. Mais en fait, souvent, quand les savants que je suis en fait sont dans l'espace public, c'est pas la vérité. Enfin, ils sont arrachés aux conditions de vérification, de discussion du champ scientifique habituel. Donc, quand ils s'expriment, déjà, ils s'expriment avec des mots du sens commun, y compris sur des choses un peu, on va dire, communes comme la Terre autour du Soleil. En vérité, oui, ils produisent des énoncés plus vrais que des gens qui diraient que la Terre est plate ou des choses comme ça, mais ils ont déjà utilisé un langage qui est un langage non mathématisé, des mots qui ne sont pas ceux qui sont utilisés dans les disputes scientifiques du type ellipse, évolution des astres, etc. Et donc là, on a déjà une forme de déplacement et de soumission à un champ ludicible qui est celui de l'espace public. Et donc c'est pas une façon de mettre tout sur le même plan, mais c'est déjà de considérer que que ces acteurs-là n'ont pas ne sont pas juste la science incarnée dans l'espace public, mais qui sont déjà saisis par le champ politique et les logiques qui y prévalent. L'autre difficulté, je trouve, c'est que là, je commence dans les années 30 le livre et je termine en 2005. Et après, Les Gardiens de la Raison, quelque part, fait la suite. Le livre d'après. Mais déjà, entre 1930 et 2005, quand on parle de science, c'est pas du tout la même chose. Le nombre de chercheurs fonctionnalisés n'a rien à voir. L'état de bureaucratisation n'a rien à voir. Les logiques de division du travail, d'organisation formelle des laboratoires, l'état même des disciplines ou des luttes interdisciplinaires n'a rien à voir. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, enfin, c'est un des intérêts, je trouve, du livre, mais c'est aussi une des difficultés, c'est que, en gros, l'engagement public pour la science, en fait, il se fait depuis des positions académiques et bureaucratiques qui ne sont pas du tout les mêmes entre 1930 et 2005. Et par exemple, le degré d'hétéronomie, le rapport au secteur privé n'est pas le même dans les années 50 ou dans les années 90, voilà, par exemple, tout simplement. Parce qu'on a privatisé on a privatisé les débouchés de beaucoup d'écoles d'ingénieurs, parce qu'une partie de la recherche publique, il y a une injonction à breveter les recherches, etc. Donc, rien n'est complètement stable. Mais en même temps, comme à chaque fois, ces engagements pour la science, ils sont un peu longs projetés de l'État, de la bureaucratie scientifique sur des petites associations et leur sociologie, elle a toujours quelque chose à voir sur les évolutions du champ scientifique. C'est aussi un objet qui permet de voir en miniature aussi ces évolutions-là. En fait, pour le dire rapidement, dans les années 30, on va trouver beaucoup de physiciens qui font de la physique fondamentale, des chercheurs qui cherchent à avoir des statuts administratifs pour la recherche française, et dans les années 90, il y a plus d'ingénieurs qui pensent que la science, c'est aussi l'innovation industrielle et qui lie un peu les deux. Voilà, donc ça, ces points-là sont à poser aussi. Et enfin, un troisième point, c'est qu'il faut historiciser ces engagements, mais sans verser pour autant dans un relativisme épistémique. Pour le dire plus simplement, en fait, ils peuvent se tromper, et ils se trompent assez souvent. En fait, la première conférence de l'Union rationaliste, donc cette association dont était membre Michel Rouzet, c'est 1931, et c'est une conférence d'Étienne Rabot, qui est un biologiste, et en fait, c'est une conférence contre la synthèse néo-darwinienne. En fait, c'est une conférence qui défend le néo-lamarckisme contre Darwin, en expliquant mais Darwin finalement c'est des vues de l'esprit, c'est des forces de l'esprit qui feraient évoluer les organismes vivants, et en fait Étienne Rabot il défend la science mais en disant des choses fausses. Et donc ça ne veut pas dire que tous les savants se trompent, ça veut dire qu'en fait quand il intervient, il défend son point de vue dans l'académie du moment, qui est qu'en gros la biologie française de cette époque-là, elle est néo-lamarckienne, matérialiste, et elle est contre Darwin, et quand lui il bascule dans l'espace public, il pense faire œuvre de science en défendant ce qui n'est que sa position à lui dans le champ de la biologie de l'époque et le champ français. Voilà. Et donc là, il y a déjà quelque chose qu'il faut arriver à articuler, c'est que je peux dire ça que depuis des règles du champ scientifique qui font que sa position aujourd'hui est invalidée. Et donc, quand on fait ce genre de travail-là, en fait, on ne dit pas juste tous les énoncés se valent, on dit juste, en fait, par rapport à l'état des connaissances aujourd'hui, je peux dire qu'Étienne Rabot disait des choses fausses.
Ça veut dire qu'en fait, en suivant les règles du champ scientifique que lui-même prétendait respecter, en vérité, c'est comme ça que je peux voir que quelque chose est plus faux. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir une forme de relativisme historiciste et pas un relativisme épistémique. C'est là la petite tension vis-à-vis de laquelle, par exemple, je serais pas totalement d'accord avec Latour. Mais je pense que là, c'est ce que Pierre Bourdieu appelait le relativisme historiciste. C'est, en gros, quand on étudie ces acteurs-là, il faut se dire qu'en fait, la science du moment est toujours dogmatique. Ça, c'est Laurent Loison, qui est un historien justement des néo-lamarckiens, qui montre ça. Donc, les acteurs utilisent toujours une forme de dogme, l'autorité de la science règne par elle, etc. Mais en vérité, leurs énoncés peuvent être démentis. Il y a des erreurs, des embranchements que prend la science et que parfois elle abandonne. Et aussi, parfois, et ça a été bien dit par Frédéric, les chercheurs, ils interviennent publiquement, mais ils sont dans la zone de consensus de leur discipline. Et des fois, ils interviennent publiquement, mais en fait, ils sont déjà dans une position minoritaire dans leur propre discipline. Mais ils arrivent toujours avec la même blouse blanche. Donc voilà, Didier Raoult, il peut venir publiquement dire je suis chercheur, regardez, voilà. Mais en même temps, sa position dans son propre espace disciplinaire, elle est peut-être pas majoritaire. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qui sont pas évidentes à faire quand on tire sur 70 ans, parce que je ne me prétends pas être spécialiste de toutes les disciplines. Donc savoir exactement quelle est la position de chaque acteur dans son rapport à l'espace qu'il prétend représenter, et la distance qu'il a par rapport au consensus, à chaque fois, ça pose des questions. Donc je ne prétends pas les avoir toutes résolues, mais au moins poser ces problèmes-là épistémologiques, c'est important, je pense, parce que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, quand on entend des chercheurs prendre la parole en public, poser cette question-là, la distance au groupe représenté, la distance à la zone de consensus disciplinaire, toutes ces choses-là sont intéressantes à traiter. Et ça, on peut je fais une parenthèse, mais ça, on peut les transformer en problèmes de recherche sociologique concrets. C'est-à-dire, quand je vois les collègues de Bristol là, qui travaillent sur l'information scientifique, ils regardent, par exemple, le Science Media Center britannique, qui est cette espèce d'organe qui propose aux journalistes des scientifiques tout prêts pour répondre à des questions. Ils regardent, en fait, la liste des scientifiques qui sont proposés aux journalistes, et après, en face de ça, ils regardent leur taux de citation, le degré de centralité dans la discipline, etc. Et on voit que sur plein de sujets, ce Science Media Center, par exemple, il propose des chercheurs qui sont pile dans la zone de consensus disciplinaire, et sur certains d'autres sujets, ils dézonent complètement. Ils prennent des gens sur les OGM, par exemple, qui sont complètement à côté du consensus, ou sur le climat, bon, voilà. Donc ça, on peut le transformer en outil, mais du point de vue même statistique, en fait, je pense que c'est tout à fait opératoire. Et après, quatrième point, ce qui est compliqué quand on veut enquêter sur ces milieux-là, c'est que tout le monde est là pour défendre la science, donc en fait, on ne sait pas ce qu'ils sont à côté. Donc, en fait, toutes les autres propriétés sociales, et notamment les propriétés politiques, sont masquées. Donc là, Michel Rouzet, ce que je vous ai dit, en fait, la plupart du temps, je l'apprenais aux enquêtés. Parce que son nom militant, c'était Michal Kokosinski, donc c'est son nom polonais. Et il a une fiche du métro, mais elle s'arrête en 1938 ou 39. Et en fait, toute la partie militante d'avant, elle n'est pas traitée, en fait, par les militants rationalistes. Et pareil, il était à la Grande Loge de France franc-maçon, il ne l'avait jamais dit à d'autres acteurs du groupe, en fait, dans lequel il était. Et on pourrait multiplier pareil, la question de savoir, alors, est-ce que les gens sont francs-maçons ou pas? Donc, est-ce qu'ils sont communistes ou pas? Est-ce qu'ils sont trotskistes? Est-ce qu'ils sont... Toutes ces appartenances politiques, elles sont tues quand ils sont dans ces groupes-là. Parce qu'ils veulent être là comme une espèce de lieu neutre, de point commun, pour dire, nous, quelles que soient nos orientations théoriques, on défend la science. Nos inclinations politiques ne comptent pas, on défend la vérité. Donc c'est compliqué quand on veut reconstituer après les débats en se disant, mais en fait, ils ont quand même des propriétés sociales autres que d'être juste membre de cette association qui n'a pas beaucoup de membres en plus. Et donc ça suppose à chaque fois de se dire, en fait, j'enquête sur des militants qui prétendent n'avoir que comme propriété d'être défenseurs de la vérité et qui ne disent pas d'où ils parlent, quelque part, en permanence. Voilà. Et ça, ça peut avoir des effets, et ça a aussi des effets sur l'enquêteur lui-même, parce qu'on voit des acteurs en permanence qui sont en train d'essayer d'influencer l'orientation de ces micro-groupes, en se disant que ça va avoir des effets fous dans l'espace public, et cette espèce d'effet aussi en retour sur l'enquêteur, de savoir est-ce que effectivement c'est là que se joue la vérité dans l'espace public. Bref. Sur les sources archivistiques, donc j'ai réussi à récupérer à la fois des archives de l'Union rationaliste, donc écrits en 1930, mais beaucoup ont été détruites, donc j'ai récupéré ce que j'ai pu récupérer, qui traite plutôt des années en vérité 80. Mais après, il y a des périodiques, en fait. Ils ont une lettre, ils ont les cahiers de l'Union rationaliste qui existent depuis les débuts, plus une autre revue que vous connaissez peut-être, qui est Raison Présente, qui est sur Kern. Donc le cahier rationaliste, il est entièrement numérisé par la BNF depuis sa création, mais par contre, sur Kern, vous avez Raison Présente. Autre donc à ce archive, l'autre source, les archives de l'Association française pour l'information scientifique. Et puis aussi les laboratoires de zététique et cercles de zététique, et après des entretiens avec les militants.
Donc je vais pas faire tout le livre, je vais juste faire 5 points, 5 moments, 5 séquences un peu importantes dans l'histoire de ces groupements-là, qui permettent de saisir pourquoi aujourd'hui ces groupements rationalistes, aujourd'hui, ils ont des positions finalement proches de celles qui défendent assez souvent des groupements liant innovation industrielle et défense de la science, alors même qu'ils ne sont pas financés par l'industrie. Je n'ai pas trouvé de preuve, par exemple, que la FIS serait financée par l'industrie. Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'elle n'a même pas besoin d'avoir ça pour que ce que je vais dire aujourd'hui fonctionne, en fait. Donc, premièrement, c'est le moment de la genèse. Donc, bien sûr, c'est des moments importants parce que c'est là que les forces sociales qui se constituent autour d'un mot et d'un enjeu vont se stabiliser. C'est une recette un peu classique, mais donc la sociogénèse de ces mouvements-là, c'est autour donc de l'union rationaliste qu'elles vont se faire. Et souvent, quand il y a des dissidences, des créations de sous-groupes à côté, c'est d'abord des membres de cette organisation-là qui vont splitter et créer leur sous-assemblée. Donc la FIS, par exemple, c'est vraiment beaucoup d'anciens militants de l'union rationaliste qui basculent dans la structure. La particularité de l'union rationaliste, donc elle est créée en 1930, et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est déjà une forme de tournant dans l'argumentation par rapport aux années qui prévalent. Avant ça, il y a bien sûr des mouvements qui se réclament de la libre pensée, il y a tout le combat, notamment pour la loi 1905 qui précède tout ça, hein, donc c'est pas quelque chose qui pourrait sembler fondamentalement nouveau, si ce n'est que la franc-maçonnerie, et les mouvements de libre pensée, quand ils s'opposent, qui se mobilisent pour la question de la laïcité, ils le font explicitement contre les religions et pour la séparation de l'Église et de l'État. Là, le tournant qui est pris dans ces années-là, c'est au contraire une prise de distance quasiment par rapport aux bouffeurs de curés, aux journaux comme La Calotte, etc., en disant en fait ce qu'il faut faire maintenant qu'on a séparé l'Église et l'État, c'est étendre le territoire de la science. Donc, la religion a été reléguée dans l'espace privé, mais il y a toujours des superstitions, il y a toujours des formes d'obscurantisme, et donc il y a ces acteurs-là, donc on va donner des propriétés sociales, mais qui sont des acteurs, pas beaucoup de scientifiques engagés, qui vont dire en fait, la seule façon qu'on a maintenant d'aller plus loin, c'est d'étendre le territoire de la science le plus possible, lui construire un espace autonome, et de ce fait, le peu de superstition qui réside, etc., va reculer de lui-même, en fait, voilà. Et il va finalement être confiné à l'espace privé, sous une forme spirituelle, mais en plus n'aura pas de voix au chapitre dans l'espace public. Donc c'est un mouvement qui n'est pas simplement contre les religions, mais pour l'autonomie de la science. Donc c'est un projet d'affirmation positive, et c'est là qu'il y a une forme de tournant qui est pris, et qui prend sens bien sûr par rapport notamment aux critiques d'après la Première Guerre mondiale sur comment la science a pu contribuer aux armes chimiques, à l'effort de guerre, etc. Par des savants qui pensaient au contraire, en contribuant à l'effort de la Première Guerre mondiale, s'intégrer. Donc typiquement Paul Langevin, qui est très actif, qui est un des deux fondateurs, deux présidents de l'association. Pendant la Première Guerre mondiale, il réfléchit sur les sonars, les radars, des sous-marins, etc. Mais en fait, après-guerre, il se rend compte que ce type d'effort-là est totalement décrédibilisé publiquement et totalement critiqué. Et donc, quand on regarde qui prend position en 1930 en faveur de l'union rationaliste, cette forme d'appel en fait qui va être lancée publiquement, on peut faire une sociologie rapide de ces acteurs et comprendre qu'est-ce qui se joue dans une partie de la science française et des amateurs de sciences dans ces années-là. Alors, si on regarde un peu de près, mais je ne sais pas si vous arrivez à lire tellement aussi, peut-être. Bon, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, quand vous lisez l'appel, vous avez un peu tous les noms avec leur position académique. Donc l'appel est lancé principalement donc, par Henri Roger, qui est donc le doyen de la faculté de médecine de l'époque, et Paul Langevin, qui est donc physicien, professeur au Collège de France. Donc là, d'emblée, vous avez quand même une idée si vous regardez un peu la liste aussi, vous avez comment il s'appelle, Louis Lapique. Cet appel, je l'ai trouvé dans les archives de Marie Curie, qui sont en partie numérisées à la BNF. Et donc en fait, c'est vraiment déjà un des premiers bouts du noyau, c'est le groupe de l'Arc-Ouest. Pour ceux qui sont autour des Curie, des Langevin, etc., et qui s'appelle le groupe de l'Arc-Ouest, parce qu'ils se retrouvent régulièrement en villégiature à l'Arc-Ouest, et constituent une forme de petite communauté qui a déjà été décrite dans d'autres travaux, notamment par Frédéric Matonti. Et donc il y a cette partie-là d'acteurs déjà très engagés autour de la physique française, et qui est aussi, en tout cas pour le cas de Langevin, des gens qui ont pris
parti très tôt pour les théories d'Einstein, et donc ils sont contre la détermination en physique. Donc il y a cette crainte qu'une partie de la science physique française d'inspiration catholique, qui a déjà barré l'entrée de Marie Curie plusieurs fois, etc., à l'Académie des sciences, qu'en fait il y ait une forme de mysticisme qui naissent des thèses de la détermination physique, et à l'inverse, là on est plutôt du côté des physiciens qui sont à la fois les plus internationalisés, à la pointe en termes de publication, mais aussi qui combattent des thèses dont ils devinent que transposées dans l'espace public, l'indétermination en physique, l'idée qu'en finalement on n'arrive pas à trouver de loi commune à toutes les formes de physique, ça peut avoir des effets qui permettent la résurgence d'une vision catholique ou superstitieuse ou je ne sais quoi de la société, du monde physique. Et donc là, il y a vraiment un premier groupe qui est clairement isolé autour de la physique française. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que. Donc bon, il y a celui dont j'ai parlé tout à l'heure, Étienne Rabot. Donc là, qui est vraiment le biologiste, il est là, le biologiste néo-lamarckien français. Donc là, les biologistes de l'époque, en fait, ils sont tellement dans la défense du matérialisme et l'idée que le vivant c'est de la matière et qu'il n'y a pas vraiment de substance spirituelle qui s'évoque du vivant, qu'en fait ils seront néo-lamarckiens jusqu'au très très longtemps. Rabot il finit par se faire virer de la Sorbonne dans les années 50 parce qu'il est encore néo-lamarckien. Donc là il y a la biologie française, mais qui est très très matérialiste et très anti-darwiniste. Mais il y a aussi, ce qui est intéressant du point de vue je trouve historique, il y a aussi des sciences sociales. Donc là il y a Célestin Bouglet. Donc il y a le groupe des Durkheimiens. Célestin Bouglet va prêter sa bibliothèque pour constituer la première bibliothèque de l'Union rationaliste. Donc c'est très normalien aussi, c'est normal qu'on retrouve des bouts de l'ENS, mais quand même, et donc il y a ce lien qui n'est pas complètement distendu avec les sciences sociales. Vous avez vu aussi qu'il y avait un garçon qui s'appelait donc Berthelot, qui est donc le fils du chimiste Berthelot, et donc il y a ce milieu franc-maçon aussi qui est plutôt positiviste imprégné et qui veut réaffirmer la portée de la science pour le progrès humain. Il y a aussi un point commun entre tous ces savants-là, c'est qu'ils ne se pensent pas comme des savants français, en fait. Enfin, c'est toujours cette idée que la science, c'est une forme de fonctionnariat de l'universel, pour reprendre les mots de Russell. Et en fait, ils vont demander à Russell d'être président d'honneur de l'association, à Einstein d'être président d'honneur de l'association. Et donc, il y a aussi l'idée d'une science française, mais qui communie dans une science universelle et qui rayonne au-delà d'un propos nationaliste et conservateur. Et l'autre particularité de ce groupe-là, c'est qu'ils sont, au même moment, ils sont engagés dans la structuration administrative du groupe des savants. Donc là, l'appel, il est au printemps 1930 pour lancer l'Union rationaliste. En juillet 1930, il y a la création d'une caisse mutuelle de secours des savants français. Et après, quand vous regardez qui dans le groupe, en fait, c'est les mêmes qui portent la création du CNRS en 1939. Il y a toute une dynamique comme ça de tentative d'institutionnaliser la science française avec des statuts. Kahn, qui va être longtemps président du groupe d'Union rationaliste. De la même façon, il est dans le mouvement Jeune Science qui défend les précaires de l'époque, les précaires de la science, et qui veut structurer, stabiliser avec des vrais statuts de fonctionnaires le travail scientifique. Donc là, il y a aussi, ce sont des entrepreneurs d'une cause qui est la science, mais qui est tournée aussi vers l'État. Ils cherchent à structurer dans l'État et à l'autonomiser, notamment de la commande militaire, tout un tas d'activités scientifiques. L'autre point commun entre ces chercheurs, c'est qu'ils ont souvent été Dreyfusards au moment de l'affaire Dreyfus, mais cet héritage est compliqué à gérer. Donc ils sont à la fois tous dans l'idée qu'on doit faire triompher la vérité en politique, un peu la leçon politique de l'affaire Dreyfus, mais en même temps, il y a eu le congrès de Tours en 1920, donc il y en a une partie qui regarde vers ce qui se passe à l'Est, notamment Paul Langevin, il est président du cercle de la Russie neuve. Ça, on le voit bien dans les travaux d'Isabelle Guarnet sur l'histoire du philo-soviétisme dans les milieux français. On a une partie de ces scientifiques qui, sans forcément adhérer au PCF, parce qu'ils vont y adhérer plutôt dans les années 40 et pendant la clandestinité, mais qui sont déjà quand même plutôt dans une forme d'admiration vis-à-vis de ce qui se passe du côté de l'espace soviétique. Et de l'autre côté, il y a ceux qui, après le congrès de Tours, sont restés plutôt dans une tendance assez philo, franc-maçon, etc. Et en fait, leur lien il va se faire une forme de maintien de l'engagement face au conservatisme religieux, mais aussi comme le rationalisme, c'est un moyen de faire une espèce de front populaire avant la lettre, dans le champ intellectuel et dans le champ scientifique,
dans le sens où le terme de rationaliste, à l'époque, il permet de faire un lien, un ciment entre des gens qui sont plutôt d'influence communiste, et donc le Parti communiste commence à avoir une stratégie éditoriale un peu particulière, qui est très franco-française d'ailleurs, qui fait que dès qu'on sort d'ici, les gens ne comprennent pas, mais dans la vision française, en fait, comme les éditions sociales internationales, elles publient Descartes, les penseurs de type des Lumières, et après Marx, en disant finalement Marx c'est la suite des philosophes des Lumières, on a toute une génération là qui considère que finalement le marxisme, le rationalisme, les Lumières, c'est un peu la continuité, que le marxisme c'est juste la suite de l'histoire d'une pensée progressiste. Et donc il y a cette idée que le rationalisme, ça peut être un ciment, un lien entre des gens qui sont à la fois dans des tendances plutôt, ils restent social-démocrates, une forme d'attachement aux libertés publiques, ils sont militants à la LDH pour certains, francs-maçons, etc. Et en même temps ceux qui sont plutôt du côté des milieux communisants sans être encore complètement communistes. Et à l'époque, l'étiquette de rationaliste, elle est encore suffisamment fluide pour pas être assimilée que au PCF. Parce que la création de la pensée, notamment le journal du rationalisme, c'est 1939, et on est dans un moment historique où ces labels-là permettent de faire une espèce d'arc et d'alliance dans la gauche de la science, quoi, voilà, pour le dire rapidement. Ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez des logos de la Loge Vérité, par exemple au Grand Orient de France, qui contient des gens comme Laï ou autres, qui ont plutôt des référents, ou Henri Mineur, qui ont plutôt des référents marxisants en fait quand ils écrivent, c'est qu'ils sont francs-maçons, ils sont marxisants, mais ils ont aussi des accents libertaires en fait. Là, le logo de la loge, c'est une ligne d'10 mètres, donc plutôt anarchiste, rationaliste, et en même temps on est au Grand Orient de France. Par rapport à des clivages politiques d'après-guerre, c'est des moments très particuliers de syncrétisme, d'influence, on va dire, militante, et qui se reflète dans les premiers bureaux de l'association, où on pourrait s'amuser à dire, lui il vient plutôt d'un milieu franc-maçon, lui il est plutôt côté soviétique, mais il y a un équilibre et une représentation relativement proportionnée, à la fois des disciplines et des orientations politiques. Et ça va rester tout le long de la période, et même pendant la guerre froide. C'est ça qui est intéressant après à saisir. Et donc on a un noyau de savants, qui par contre, peut-être qu'il est positionné là, et parmi les premiers à dénoncer la montée du nazisme, parce que Einstein est président d'honneur de l'association, on est en 1931, il va être contraint à s'exiler, il y a des descriptions de la façon dont les universitaires, on brûle leurs livres, on s'attaque à certains universitaires juifs. Je pense que les cahiers rationalistes, c'est une des premières publications en langue française qui décrit au plus près de ce qui se passe pour les chercheurs et les savants en Allemagne avec la montée du nazisme. C'est assez intéressant en fait comme source. Et de la même façon, ils vont avoir des voyages en URSS. Louis Lapix, c'est en 1936, si je crois me souvenir, où ils vont voir l'agriculture très rationnelle soviétique se mettre en place, etc. Et à chaque fois, avec des grosses réticences des deux côtés, en disant mais attendez, les libertés, etc. Donc c'est un point de vue qu'ils sont très critiques d'emblée, mais aussi que dès que les nazis vont arriver, ils vont être attaqués. Il y a des descriptions de comment d'abord les nazis, puis la Gestapo vont dans les locaux de l'Union rationaliste, prennent les classeurs, essaient d'avoir les listes des adhérents, prennent l'argent, prennent les références, emportent l'exemplaire de Mein Kampf dans la bibliothèque. Il y a des récits assez durs. Et donc en fait, il y a toute une partie, donc il y a une partie qui a des gens qui ont été tués quand même dans ce groupe-là, des labos de physique du Collège de France. Il y a des gens qui s'exilent, il y en a qui rentrent en clandestinité. Paul Langevin, qui est vice-président de l'association, il est assigné à résidence par les nazis. Donc toutes ces histoires-là, elles sont un peu connues, mais quand on les raconte depuis l'Union rationaliste, on voit qu'ils sont vraiment tous touchés en fait. Il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Et donc après-guerre, la reprise est compliquée parce qu'on va avoir une reprise des cahiers dès la fin 1945, mais les forces sociales qui étaient là, cette espèce d'alliance un peu Front populaire avant la lettre, elle est un peu effritée quoi, par rapport à la période années 30. Et donc il va y avoir une recomposition. En plus, Langevin il meurt en 46, si je me souviens bien. Et donc il y a une recomposition qui va se faire, mais à partir des forces militantes les plus stables qui sont disponibles, et elles sont de deux ordres à l'époque. D'abord le PCF, bien sûr, qui a des positions très fortes, notamment sur les campus de physique qui commencent à se structurer, et qui par ailleurs avait de toute façon, Langevin avait adhéré pendant la guerre, si je me souviens bien, en 1942, sous l'influence de son gendre, Salomon. Il y a une partie de ces milieux philo-soviétiques qui ont bougé, Orsay, tous ces gens-là, tout un tas de gens qui ont aussi adhéré. Mais ce qui est intéressant,
c'est qu'il y a aussi tous les réseaux de la résistance, Musée de l'Homme, etc., qui sont actifs, et les gens qui sont dans les rectorats, qui reprennent des positions dans la restructuration de l'enseignement secondaire et supérieur, sont aussi très mobilisés. Et donc l'association, elle va rester cette espèce de lieu, en gros, elle est en partie capturée par le PCF, mais elle n'est pas satellitisée comme les autres associations du PCF. Le PCF a toujours laissé, à des fins tactiques que je vais décrire aussi après, mais va toujours laisser une marge de manœuvre et quelque chose de très ouvert et très étrange dans le paysage des organisations que le PCF tient, plus ou moins, à cette époque-là. Et ça va toujours être un lieu de rencontre entre des savants qui ne sont pas tous communistes et des savants qui sont libéraux, des médecins, voilà, donc c'est plutôt élitaire comme recrutement, mais avec des orientations politiques assez diverses. Et donc, autant dans les années 30, défendre la science, pour les premiers moments de l'Union rationaliste, c'est défendre l'utilité de la science, défendre l'utilité du progrès, au-dessus des divisions politiques. Notamment, il y a cette expression de Jean Perrin qui dit mais oui, bien sûr que j'ai des idées de gauche, mais enfin, de toute façon, peu importe, parce que la science va résoudre la question sociale. Avec la science, on va arrêter les famines, on va avoir une meilleure agriculture, on pourra chauffer tout le monde, on pourra avoir... Et donc la science va dissoudre la question sociale. Ça, c'est vraiment les propos des années 30 de ces militants-là. La science au-dessus de tout, même des divisions partisanes. Autant là, on va être dans un discours beaucoup plus marqué par le contexte de la guerre froide sur la responsabilité du savant, la bombe atomique, le projet Manhattan. Là, la raison peut dérailler. On peut avoir une science qui est utilisée pour détruire l'humain. Et donc il y aura cette idée qu'on va utiliser l'association, mais en essayant de garder ouvert le plus possible le recrutement dans le bureau, notamment pour avoir accès à des physiciens non communistes, diffuser les mots d'ordre du mouvement de la paix, et essayer d'avoir notamment sur les questions du nucléaire et de la bombe atomique, une forme de vision un peu générale. En guise d'ouverture, notamment, ils vont laisser Paul Couder rester dans les organes dirigeants de l'Union rationaliste, alors même que Paul Couder est un militant 4e international. Et il y aura toujours des militants trotskistes à côté des militants staliniens, même pendant la guerre froide, ça subsiste. Donc là, c'est quand même un peu étrange, c'est qu'on a une association où il y en a en gros une partie des gens qui sont en Grand Orient, d'autres parties qui sont PCF mais staliniens, assez durs, et des gens qui sont trotskistes, et tout ça cohabite dans une espèce d'association qui défend la science. Alors, si vous regardez les bureaux après-guerre, donc à partir de 1947, le président c'est Frédéric Joliot-Curie, donc il va se faire évincer de la direction du CEA. Donc là, c'est l'Union rationaliste qui organise à la Sorbonne la grande conférence pour le défendre en tant que savant. Il a été viré du CEA parce qu'il était communiste alors que c'était un des meilleurs physiciens français, etc., etc. Mais vous avez des gens, voilà, comme Couder qui sont 4e international, Marcel Prenant, donc là c'est plutôt PCF, mais vous avez aussi des gens, voilà, qui sont plutôt influence franc-maçon, etc. L'autre particularité des gens qui vont s'engager dans cette association après-guerre, c'est qu'ils ont pour beaucoup des biographies qui sont marquées par la guerre et notamment par la Shoah. Le cas de Ivry Schatzman, qui va être président pendant presque 30 ans de l'Union rationaliste à partir des années 60, c'est assez parlant. Donc là, c'est une lettre qu'il écrit à Edgar Morin, qui l'accuse de ne pas avoir quitté le PCF assez vite, alors qu'il y a eu l'affaire des médecins juifs, etc. Et en fait, Schatzman lui explique pourquoi en fait, il est resté attaché très longtemps au PCF, au marxisme, et il raconte son entrée dans la science en même temps que son entrée dans le marxisme. Et en fait, pour ces acteurs de cette génération-là, l'engagement pour la science, il se fait en même temps que la politisation, et souvent en même temps que ces ruptures biographiques fortes constituées par la déportation et la guerre. C'est aussi le cas pour Jean-Claude Péquer. J'aurais pu mettre un autre extrait tout à fait typique de la même façon que ses parents qui sont déportés, etc. Mais Schatzman, c'est le texte, je pense, le plus frappant. Hein, il a été déporté, il est replié à Lyon pendant la guerre, et en fait, il arrive au laboratoire de la faculté des sciences, et là, il raconte comment les physiciens qui sont là l'entourent, et ils lui font à la fois découvrir la science physique et la science de la matière, et ils m'ont fait connaître quelques textes marxistes, et mon naïf amour de la science a fait que mon cœur a battu lorsque j'ai cru comprendre qu'il existait une connaissance scientifique de la société qui permettait en principe d'agir en sachant quelle société construire. Et donc pour tous ces acteurs-là, de cette génération-là, il y a quelque chose de l'ordre de la science de la matière, la science physique, et en haut de la dialectique des savoirs, il y a le marxisme, et on a une science continue avec une ontologie de la matière qui tient, voilà. Et au moment de l'affaire Lysenko, à partir de 48, ça va commencer à tanguer, mais ça explique aussi pourquoi ils n'ont pas dévié de la ligne, en fait. Parce que s'ils lâchent sur le marxisme, en fait, ils lâchent sur la science. Enfin, dans leur vision des choses, il y a un continuum
entre l'idéologie marxiste et l'attachement à une science de la matière et à une science structurée. Donc pendant la guerre froide, le PC va utiliser cette union rationaliste comme un pont vers les organisations bourgeoises, ça c'est comment il le décrit dans les archives, et il va avoir un rapport tactique des communistes à l'UR pour utiliser cette structure-là. Mais il y a une autre chose qui va se passer qui n'était pas du tout prévue par le PCF, c'est qu'au moment de l'affaire Lysenko, donc à partir de 1948 notamment, ça va être aussi le refuge de tous les savants qui n'ont pas apprécié ce qui s'est passé au moment de l'affaire Lysenko. Donc pour rappel, l'affaire Lysenko, on est en 48, donc vous avez un agronome qui est Lysenko, qui est adoubé par Staline, alors même qu'il défend des thèses qui vont contre les thèses de l'hérédité, et qui explique que lui, il a obtenu des meilleurs, notamment rendements en agriculture, grâce juste à une meilleure gestion du milieu. Et donc, Prenant ou d'autres savants du PCF ont vu que ça ne tenait pas complètement debout, mais le parti leur demande de prendre position pour la science prolétarienne contre la science bourgeoise, et donc de défendre publiquement Lysenko. Et donc ils vont le faire, du bout des lèvres, etc. Et le problème, c'est qu'ils sont tous... il y a le vice-président de l'Union rationaliste, il y a Kahn, les gens qui prennent position pour la science prolétarienne, ils sont quasiment tous au bureau de l'Union rationaliste à ce moment-là. Et le parti les met en avant en leur disant vous vous défendez. Donc il y a un numéro de la pensée, vous le regardez le sommaire, vous avez tout le monde Prenant, même Schatzman, je crois, fait un papier dedans. Et donc le problème, c'est qu'ils le font en traînant les pieds, en disant peut-être qu'il y a des problèmes de traduction, peut-être qu'on s'est mal compris, etc. Et le parti, en fait, considère que c'est des gens à surveiller. Et donc l'Union rationaliste devient aussi une espèce de refuge pour les savants qui ont peut-être pas considérés comme étant assez staliniens. On le voit là par cette note dans les archives de Victor Leduc, qui est donc qui est le responsable au parti de l'encadrement des intellectuels. Pour dire en gros, c'est le maton des chercheurs au PCF. Et donc quand il fait des comptes rendus de réunion, il dit voilà, si on veut bien y réfléchir, on s'apercevra qu'à la racine de ces difficultés, il y a la surveillance chez certains de nos camarades, la survivance de certains de nos camarades, du rationalisme idéaliste, cette croyance à un monde des idées et des valeurs et des formes qui surplombent les classes en lutte ayant une validité universelle. Et Hannes Kahn, qui est donc le secrétaire général de l'Union rationaliste, est présenté comme étant à redresser idéologiquement. Voilà. Et donc là, avec le temps, on va avoir une espèce de point de fixation à l'intérieur du PC, qui est que cette organisation-là, elle est un refuge, y compris pour des militants communistes savants qui ne veulent pas être complètement alignés. Donc ça reste un truc qui est ouvert sur la franc-maçonnerie, vers les organisations bourgeoises, tout ce qu'on veut, mais en plus de ça, les militants communistes qui y sont ne sont pas complètement équivalents aux autres, et ils jouent en permanence un double jeu, et ça on le voit en permanence dans les archives. C'est-à-dire, dès qu'il y a un couac, d'un côté on va dire aux militants il n'a pas bien compris ce qui se passait, t'en vas pas, reste là, on va gérer, et de l'autre côté on se tourne vers le PCF en disant oui, on n'est pas complètement dans la ligne, mais c'est parce qu'en fait c'est tactique, on est là pour continuer à diffuser le marxisme et faire comprendre aux gens voilà. Donc là c'est un exemple de ce genre de double jeu dans les années 60, avec deux lettres qui arrivent au même moment sur un problème d'éditorial dans ces publications-là. Et au bout d'un moment, donc, on va avoir cet accueil systématique, et ça va durer 10-15 ans, de tous les dissidents du PCF qui ont une prétention à parler de la science. Et ce qui est rigolo pour l'ironie de l'histoire, c'est que Victor Leduc, donc l'ancien maton il va finir par les rejoindre en fait. Et là, il va créer une revue qui s'appelle Raison Présente, et qui est la même chose, mais dans le champ des sciences sociales et de la philosophie. Et donc, on va avoir une espèce de pas de côté qui est pris progressivement par ces chercheurs dans l'horizon, y compris du PCF. Le problème, c'est que plus ils font ça, plus ils se mobilisent et ils s'opposent au PCF, plus en fait ils sont visibles comme étant communistes pour les non-communistes. Donc là, il y a un truc qui est paradoxal, c'est qu'ils s'émancipent du stalinisme, ils disent qu'ils vont refondre, combattre l'aliénation culturelle, y compris dans les partis politiques, qu'il faut repenser le rôle social de la science. Mais en fait, comme il y avait encore des gens qui étaient francs-maçons, des libéraux, etc., ils apparaissent d'autant plus militants parce qu'ils veulent utiliser la structure pour faire ça, en fait. Et donc ça commence à clasher en interne très fortement, où on a une partie donc des communistes qui disent en gros, par exemple sur le Vietnam, la bombe atomique c'est une création irrationnelle, il faut dénoncer les usages mortifères de la science, etc. Et de l'autre côté, des acteurs qui disent non mais nous on veut pas faire de politique, ce qu'on veut c'est défendre l'expérimentation, l'esprit de laboratoire dans la cité, que les gens aient des bons réflexes et qui se posent des questions, qui contrôlent leur biais, donc le terme de biais qui vient vraiment
du laboratoire pour mieux penser les problèmes contemporains. Et là, il y a un vrai clivage qui va se nouer. C'est autant Victor Leduc, il avait failli faire une thèse de sociologie avec Gurevitch, il est plutôt philosophe et il est ouvert sur les sciences sociales, autant dans l'autre position, on est vraiment dans l'idée qu'on peut utiliser la grille expérimentale pour analyser y compris les problèmes historiques ou les problèmes de société. Et donc comme c'est à deux doigts d'exploser, en fait, on va falloir trouver une synthèse. Je vous passe sous les détails, tous les colloques internes, etc. Mais la seule synthèse possible entre ces deux visions-là, d'un côté la science, il faut la libérer du capitalisme, il faut la sortir de l'armée, il faut la rendre disponible pour l'émancipation, versus, non, défendre la science, c'est juste défendre la raison dans l'approche des problèmes, c'est-à-dire que les gens aient une rationalité propre, etc. La seule façon, le seul point commun sur lequel ça n'explose pas, ces deux tendances-là, ça va être de sauver le grand public. Donc le grand public, c'est le point extérieur sur lequel on se projette en disant, en fait, si on est rationaliste, on est là pour éduquer les gens. Donc du côté PCF, ça va être, on fait de l'éducation populaire à la science, on est là pour éclairer, combattre l'aliénation culturelle. Et du côté des savants plus libéraux, ça devient, on va diffuser la raison de laboratoire au plus grand nombre. Et donc ça veut dire, en fait, on pose plus en interne la question de la responsabilité du savant par rapport à ses productions. Et on externalise le problème en quelque sorte, on le projette sur un tiers qui est le grand public, mais on ne discute plus du tout dans l'union rationaliste, par exemple, de est-ce qu'une bombe atomique c'est quelque chose de rationnel ? Est-ce que fabriquer des pesticides c'est quelque chose de rationnel ? Est-ce que le savant a une responsabilité par rapport à tous ces artefacts qui met en circulation dans la société ? Et donc, à partir de là, c'est à la fois un ciment minimum, donc on va combattre l'ésotérisme des classes populaires, on va combattre les gogos, les gens qui croient à l'astrologie, donc il y a une projection vers l'extérieur, d'éducation, et on va et cette synthèse elle se fait entre 68 et 70 en plusieurs réunions, et la création de l'AFIS dont je parlais au tout début, qu'on va retrouver, c'est ce moment-là. C'est-à-dire on va créer une agence pour l'information scientifique, ou sous-entendu on va faire de l'information scientifique pour le grand public. Et on va lutter contre les ovnis, les maisons hantées, Jean-Claude Bourré, la Baga Daniel, Rika Zaraï, toutes ces figures médiatiques qui diffusent en permanence des fake news, on dirait aujourd'hui, ou des choses fausses. Il faut les combattre, et il faut combattre l'ésotérisme dans les médias. Et donc pour combattre l'ésotérisme dans les médias, il faut faire de l'information scientifique. Mais là on ne parle plus du tout de ce que font les savants en fait. C'est jamais posé, il y a une espèce de consensus. Le savant il est là, il fait le bien, il est raisonnable, il fabrique des choses super. Mais par contre, il y a un problème, c'est le grand public qui, lui, il est dans l'ésotérisme, il est dans l'astrologie, la science-fiction, donc il faut l'éclairer, il faut le toucher. Et pour le toucher, on va prendre des problèmes médiatiques, des choses qu'il connaît, auxquelles il est exposé, et donc on va systématiquement tacler, dès qu'il y a une polémique, l'affaire Tessier, typiquement, là, la FIS, on est vent debout, on va chercher Bernard Layen, etc. Je dis pas que c'est pas bien, hein, voilà. La logique, c'est on prend une affaire médiatique, et on utilise le capital médiatique de la controverse pour exister et porter le propos. Et ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit dans les archives, c'est que ça crée une espèce d'alliance de classe improbable entre des grands savants et un public relativement populaire. C'est-à-dire que Rouzet, il a gardé 300 lettres de gens qui reçoivent cette émission, parce qu'il anime aussi une émission de radio, etc. Donc j'ai tout déposé à la contemporaine. Et dedans, vous pouvez trouver autant des lettres d'Alfred Kessler, prix Nobel de physique de 66, Albert Jacquard, des gens, enfin voilà, des savants renommés internationaux, etc. Et puis, des gens qui sont au chômage et qui disent « Ouais, je suis chômeur, je peux plus me payer l'abonnement à la brochure de la FIS, et on lui offre un an d'abonnement. » Alors, c'est pas mal d'ouvriers qui sont dans le secteur électrique, les transports à Marseille, donc c'est des choses plutôt proches de la CGT, etc. Mais globalement, quand même, il y a un lectorat qui est assez composite socialement. Il y a des gens qui rigolent, qu'on dise enfin que les ovnis, ça n'existe pas, que Jean-Claude Bourré, c'est n'importe quoi, et ça fonctionne, en fait. Et ça a un effet qui est assez efficace. Sauf que par contre, sur les questions d'application industrielle, il n'y a plus de lignes. Là, je donne des exemples dans le livre donc sur le DDT, qui est utilisé pour éradiquer les maladies, les moustiques, etc. Vous trouvez des articles complètement différents. Sur le nucléaire, vous allez avoir un petit moment de flottement, puis après un alignement sur le nucléaire, mais le rapport aux technologies devient ambivalent. Parce que c'est plus traité, en fait, c'est plus discuté. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que font les savants. Et donc, ça va pas rester ambivalent très longtemps. Et ce que j'essaie de montrer dans le bouquin, c'est qu'on va avoir tout ce petit microcosme-là va être rattrapé
finalement par tout ce qui s'est passé à côté de l'histoire du PC. On va dire la communauté savante du Parti communiste français, après l'affaire Lysenko, il y a plein de gens par exemple qui ne vont plus jamais mettre les pieds dans des réunions où il y a des savants communistes, etc. Donc il y a tout ce qui est structuré à côté qui va finir par rattraper ce petit monde-là. Et donc là, je ne vais pas attendre de citer toute la litanie d'instituts qu'on fabrique dans les années 60 et 70, que ce soit l'INRAE, ou l'INSERM, le CNES, etc. Et on va avoir une forme de bureaucratie savante qui est beaucoup plus tournée vers l'utilisation concrète des applications scientifiques. Et donc je vais comme j'ai pas le temps de tout traiter, je vais prendre un exemple type de ça, parce que ces acteurs vont avoir un discours aussi public qui justifie leur nouvelle position dans le monde de la science. C'est Maurice Tubiana. Donc Maurice Tubiana, ce qui est très intéressant, donc c'est que pour moi c'est vraiment le paradigme d'un nouveau discours sur la raison qui apparaît, porté par des savants dans les années 70, et notamment dans ce livre, Le refus du réel, qu'il écrit en 1978. Maurice Tubiana, du point de vue de son parcours, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il est dans l'équipe de Frédéric Joliot, donc il est plutôt issu de cette mouvance-là. Il est aussi totalement raccord parce que il a une casquette au départ plutôt de formation en physique. Mais la particularité, c'est qu'il va être très investi dans le développement des applications civiles de l'atome et du nucléaire, puis sur les applications médicales, et notamment il va être reconnu pour ses travaux plutôt en cancérologie, l'utilisation des isotopes radioactifs dans le traitement, enfin dans les radios et dans les... Voilà. Et par contre, sa carrière passe plutôt par les États-Unis, Stanford, Berkeley, etc. Donc l'orientation, enfin la science n'est plus qu'européenne, elle est aussi dans ces jeux-là avec les États-Unis après-guerre. Il a investi dans le Club des 13, qui est une espèce de club des grands patrons de la science qui sont consultés pour les grandes orientations. Et en fait, ce qui est intéressant pour cette génération-là, c'est que comment dire, l'écologie dans ces textes, c'est le vichisme. C'est-à-dire, on a une assimilation du mouvement environnemental au retour à la Terre, au vichisme, etc. Et là encore, par rapport aux histoires familiales que j'évoquais tout à l'heure, c'est un argument qui porte très 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 fort. L'autre chose, c'est que l'innovation industrielle, c'est la science. Mais comme à l'époque, c'est une innovation industrielle qui se fait sous l'égide du public, que tout est encore public ou parapublic, en fait, c'est un discours où on ne voit pas le problème d'un point de vue de gauche, par exemple, en disant bah oui, c'est vrai, etc. Et le troisième point, c'est que tout ce qui n'est pas, enfin tout ce qui est hostile à l'innovation industrielle, que ce soit l'hostilité au nucléaire civil, l'hostilité à l'utilisation de nouvelles technologies en médecine, etc. Tout ce qui est hostile à ça, c'est ésotérique. Dans la ligne d'argumentation. Et donc là, la peur des nouvelles technologies devient un nouvel ésotérisme. C'est-à-dire les gens qui ont peur du nucléaire, donc il y a un colloque de 76, avant même le livre, organisé par Tubiana sur la peur du nucléaire. On va demander à Edgar Morin d'expliquer pourquoi les gens sont irrationnels et ont peur du nucléaire. Il va venir parler des peurs de l'an 1000. On a des gens qui projettent des tableaux en disant qui a peur du nucléaire. Alors, on voit c'est plutôt des gens qui ont fait des études littéraires mais qui comprennent rien, etc. Donc là, il y a une nouveauté dans l'argumentation, c'est que si vous avez peur de la technologie, c'est que vous êtes quelque part irrationnel. Alors que quelques années auparavant, et avant la construction du parc nucléaire autour de 73-74, quelqu'un comme Everett Schwarzman à l'Union rationaliste disait il y a des arguments rationnels qu'on peut opposer à la création d'une centrale nucléaire. Par exemple, on ne sait pas quoi faire des déchets. Mais là, c'est fini. En fait, si vous êtes contre le nucléaire civil, on est en 78, c'est que vous êtes quelque part dans la parapsychologie ou dans quelque chose qui est ésotérique. Et si vous pensez que je vais trop loin, donc on peut lire cet éditorial de Michel Rouzet dans les Cahiers de la FIS en 79, qui a le même titre que le bouquin de Tubiana, donc ça s'appelle aussi Le refus du réel. Et malgré ce background que j'ai décrit, mouvement social, etc., ce qu'il écrit, c'est... en fait, avec les écologistes antinucléaires, on pourrait avoir des gens qui sont rationnels, mais en fait, c'est pas tout à fait le cas. On a des militants antinucléaires qui manifestent les mêmes symptômes de fureur que les tenants de la parapsychologie quand on n'est pas de leur avis. Et donc, cet argument en fait, la peur de la nouvelle technologie, c'est l'ésotérisme, c'est une sorte d'ésotérisme. Il prend complètement aussi dans ces milieux-là. Ce qui fait que ces brochures-là, elles vont pas simplement parler de l'actualité de la science.
ou aller combattre les gogos qui croient aux maisons hantées, elles vont commencer à s'intéresser à mais qui sont ces gens qui empêchent les applications industrielles de la science. Et ça, c'est un vrai tournant dans le début des années 80. C'est encore plus fort avec une nouvelle vague qui va arriver, donc là c'est la génération encore après, dans les années 80, 85, 86, c'est les gens qui vont se réclamer de la zététique. Alors c'est quoi la zététique? C'est le rationalisme sans la responsabilité du savant, donc là c'est la version achevée. L'exemple qu'on peut donner, c'est Henri Brock, qui est donc professeur de physique à l'université de Nice, qui a longtemps été précaire, sous des contrats précaires, qui s'est beaucoup battu pour les sans-statut, etc., qui a été quelqu'un d'assez militant, plutôt d'orientation communiste, etc., mais qui aussi a beaucoup financé ses recherches en thèse. Il travaillait notamment avec un projet avec des militaires qui soumettaient ses recherches sur les questions de l'ADN, etc., et travaillait sur des applications militaires assez pointues. Donc, c'est des formations de scientifiques qui déjà sont peut-être un peu moins autonomes, mais aussi qui se font pas que à Paris. Donc là aussi, on voit il y a un jeu de démocratisation de l'université, etc. Et lui, il doit gérer des amphis de première année à Nice, d'introduction à l'esprit scientifique, aux méthodes de recherche en sciences physiques. Et en fait, il commence à transformer ça en une espèce de show, en disant en fait la méthode expérimentale, je me rends compte que vous y connaissez rien, mais on va l'appliquer concrètement. Donc il commence à faire des choses comme marcher sur des braises, pour montrer que les trucs des fakirs, en fait, par rapport à des lois de la physique, ça peut tout à fait s'expliquer. Il se perce la langue. Il demande à ses étudiants, il refait les larmes, vous savez, de Saint-Janvière en Italie, les statues qui pleurent en montrant que c'est des réactions chimiques. Il envoie ses étudiants aller faire des ronds dans les champs, comme on voit des fois, pour montrer qu'on peut le faire avec juste un bout de bois, etc. Il envoie ses étudiants aller interroger des sourciers dans les bleds autour, etc. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'on va faire une espèce de démonstration. En fait, la méthode expérimentale, elle permet de démasquer les charlatans. Et ils vont aller encore plus loin que ça, ils vont créer un prix, un peu à l'image du Randy Prize américain, un prix qui fait qu'en fait, encore aujourd'hui, si quelqu'un va au laboratoire de Nice montrer qu'il a des pouvoirs paranormaux, il a l'équivalent de 150 000 € qui lui est versé avec un chèque déposé chez notaire, etc. Et donc, ils vont accueillir des gens comme ça pendant des années qui pensent avoir des pouvoirs paranormaux et à chaque fois, ils vont montrer que non, en fait, on peut tout à fait le répliquer en laboratoire et que ils n'ont aucun pouvoir, quoi. Donc là, il y a une espèce de mise en show avec Gérard Majax qui descend et du voir et tout. Hein. Il y a une mise en show de l'esprit rationaliste, mais là il n'y a plus du tout de sens humain et social. Et ça c'est vraiment un point aussi qui est complètement intéressant, c'est que on a des grilles qu'on peut appliquer comme ça et on fait de la zététique, donc on applique du doute, mais de façon un peu méthodique, quel que soit le sujet, que ce soit les complotismes, que ce soit des problèmes, on peut avoir une liste comme ça de critères pour récupérer les choses. Pour comprendre les phénomènes, y compris si c'est des phénomènes de société. Bon, ça j'avance parce que j'ai pas le temps. Et donc, le cinquième et dernier moment, et je m'arrêterai sur le militaire pour la science à ce moment-là, pour peut-être après juste faire quelques prolongements sur les gardiens de la raison, c'est qu'on a, à mon sens, ce triomphe d'une épistémologie de marché. Ce que défendent aujourd'hui ces organisations-là, ces associations-là, c'est une épistémologie de marché, c'est-à-dire tout ce qui entraverait l'innovation industrielle doit être considéré comme de l'anti-science. Et ça correspond à une transformation sociologique qu'on peut rapidement discuter. Après Michel Rouzet, le nouveau président de l'AFIS, enfin président et directeur, en fait il y a des postes honorifiques comme souvent on met des noms un peu connus comme président, mais ça va être des gens comme Jean-Paul Krivine qui est ingénieur à EDF, qui est donc à la fois un background Krivine, donc trotskiste, mais en même temps après plutôt de défense de la science. On va avoir des acteurs comme le Nantais de l'étape, Michel Nau, qui est un chef d'industrie nantais centralien, qui va devenir président de l'AFIS et défendre l'idée qu'on peut faire de l'innovation industrielle et être tout à fait un savant. On a donc des changements de profil comme ça dans les gens qui militent dans ces associations-là. Et on a aussi des transformations des instituts, en fait, que ce soit l'INRAE, avec des gens qui défendent, par exemple, dans l'AFIS, il y a un temps des acteurs qui ont leur entreprise à côté pour breveter des lapins, notamment génétiquement modifiés, mais qui animent des discussions dans les journaux sans forcément dire qu'ils font ça à côté. Donc, il y a une transformation aussi de la fabrication des ingénieurs qui touche ces organisations. Et puis il y a aussi un effondrement de la base militante PCF, un vieillissement avec beaucoup de lettres
que je cite dans l'ouvrage de gens qui s'en vont déçus parce qu'ils comprennent plus ce qui se dit. Alors soit ils trouvent ça trop conservateur, soit ils comprennent même pas la revue Raison Présente qui est trop complexe, etc. Et on a aussi une évolution des thèmes traités. Donc là, j'avais fait un tableau de comptage de quoi parle-t-on dans ces revues, notamment dans la revue de la FIS. Et on voit qu'en fait, dans les années 89 à 94, on avait 60% des articles ici qui parlent des pratiques irrationnelles et superstitions dont pourrait être victime le grand public. Donc les sectes, les gourous, les lieux hantés, l'astrologie, les ovnis, etc. Mais si et on n'a que 20% qui touchent ces questions-là dans les années 2011 à 2015. Et à l'inverse, tout ce qui est doute suscité par les effets du progrès technique sur la santé et l'environnement, ça devient 40% des papiers. Et donc on va avoir beaucoup de papiers sur les ondes des téléphones et les antennes relais, des papiers sur le principe de précaution, sur le climat, sur les risques alimentaires, la vache folle, les OGM, le clonage, les pesticides, les nanotechnologies. Donc en fait ça devient une revue dont on parle beaucoup finalement de ce que font les ingénieurs et à quel point les ingénieurs sont en train de sauver la société, et beaucoup moins de l'actualité ou de l'histoire de la science passée comme on le faisait auparavant, et encore moins des croyances populaires. En fait. Donc c'est comme si la peur des technologies avait remplacé les maisons hantées, pour le dire rapidement. Donc voilà. Donc en résumé, on a des scansions comme ça qui disent des choses de comment on défend la science dans l'espace public. Et par rapport à ça, je trouve que la question qui se pose, c'est le lien aux sciences sociales. Donc déjà, elles ont disparu complètement des bureaux des associations. Si ce n'est Raison Présente, dans laquelle de temps en temps il y a des sociologues qui publient, mais sinon il y a peu de sociologues ou de chercheurs en sciences sociales qui sont investis dans ces structures. Hormis quelques personnalités comme Gérald Bronner, mais je ne vais pas développer là. On a, par contre, du coup, pas non plus de maîtrise de cette histoire-là ou de réflexion sur qu'est-ce que ça pourrait être une sociologie de ces usages de l'autorité savante. Quel est le bilan finalement qu'on pourrait tirer historique de ces interventions dans l'espace public? Qu'est-ce que peut amener la sociologie en plus par rapport à une espèce de vision de défendre la science, c'est de défendre plutôt les applications industrielles. Et je pense que là, il y a quelque chose qui peut être de nouveau de l'ordre d'une forme de réflexivité scientifique. Je pense que l'intérêt de la sociologie, c'est pas simplement de se mettre à crier contre les gogos, contre les croyances, contre les crudités, en même temps que le font ces militants-là, mais peut-être aussi de remettre sur la table ce que j'essaye un peu de faire aujourd'hui, mais il manque tellement de choses. Je n'ai pas parlé du fait qu'il y a des groupes régionaux, qu'il y a des liens avec les profs du secondaire. Enfin, il y aurait tellement de choses à remettre sur la table pour montrer aussi tous ces efforts, sous quelles conditions ils peuvent vraiment fonctionner, quand ils ont fonctionné auprès de quel public, quel type d'amalgame a fonctionné, etc. Et ça, je pense qu'il n'y a que la sociologie qui peut éventuellement l'amener. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que je continue de parler ou est-ce que je prolonge donc sur les gardiens de la raison? À partir de ce bouquin-là, je me suis arrêté en 2005 en me disant là, je peux à peu près rester sur une posture objective et je suis pas vraiment partie prenante, on va dire. À partir du moment où ça commence à croiser mes histoires de lobbying et où la matière est chaude et on a des acteurs qui sont encore en poste et moi-même je suis... Donc là, le livre dont je parle là, c'est un livre qui pour moi n'est pas un livre académique. C'est un livre que j'ai écrit avec 2 journalistes du Monde, qui sont des journalistes d'investigation, qui travaillent sur les questions de lobbying et des enjeux de science. Et on a fait ce livre donc là qui est sorti en 2020, donc un an après l'Unité pour la science, où à mon sens on raconte la suite de l'histoire. On raconte qu'est-ce qui se passe après, un peu plus du côté des lobbies, du coup comment on capture ces milieux-là. Et l'hypothèse un peu risquée qu'on défend dans le livre, c'est que la France est un cas à part, car on a des associations qui sont aujourd'hui disponibles, du fait de tout ce que j'ai décrit là, pour être convergentes avec les discours que cherche à promouvoir l'industrie. Mais pas parce qu'ils sont achetés, mais parce qu'il y a eu toutes ces évolutions sociologiques que j'ai décrites précédemment. Donc, le premier point, notamment, il y a 3 changements fondamentaux. Donc, le premier changement, c'est que ces espaces de la médiation scientifique, maintenant, ils sont disponibles pour être capturés par les industriels. L'exemple qu'on peut donner dans le livre, c'est le climat. Je peux vous envoyer un lien internet où il y a 16 papiers de la FIS qui, sur le climat, ont pris systématiquement, à l'époque où le changement était encore réversible, donc on parle du début des années 2000, ont pris et que des chercheurs avaient pris déjà position publiquement pour dire qu'il y avait un souci quand même, des articles qui, en permanent, voilà, le GIEC est mort, vive la science, note de lecture de Michel Nau, l'ingénieur centralien dont je parlais précédemment, qui a une fonderie, Charles Muller ou Vincent Cortillo. Alors, c'est pas des négations du même niveau, du même genre, mais quand même, à chaque fois, on a trouvé des papiers comme ça qui
à l'intérieur de cette espèce d'assemblage de défense de la science, portaient des discours qui n'étaient pas les discours de la norme scientifique du moment. Ce qui est très intéressant, c'est que le papier du milieu, donc là, Charles Muller, de son vrai nom c'est Champetier, c'est l'ancien rédacteur en chef adjoint de Éléments, la revue de Alain de Benoît, qui depuis est un consultant et un journaliste scientifique, qui en fait est celui, il tient à l'époque un blog qui s'appelle Climat Sceptique, et c'est lui qui met la version française, en fait, qui met en circulation la version française de climato-scepticisme en fait. Le terme de sceptique, il renvoie dans cette tradition-là au scepticisme comme tendance du rationalisme en fait. Hein. C'est vraiment voilà. Il y a une conférence à Nantes qui est organisée par l'antenne nantaise de la FIS avec le petit-fils de Renan, Renan, la figure sceptique, voilà, historique. Et quand on parle de climat sceptique ou de climato-sceptique à l'époque, c'est par rapport à ces débats-là le terme. Et donc Muller, en fait, il officie, il a toujours son entreprise, voilà, il a une boîte maintenant qui s'appelle Inférence, et il continue de diffuser, de travailler sur ces, alors peut-être pas sur le climat, mais sur des enjeux de ce type scientifique. Et il se trouve par ailleurs que c'est le compagnon de Peggy Sastre, dont je vais parler dans quelques instants, qui diffuse aussi énormément de choses dans le point aujourd'hui autour de ce type de choses. L'autre élément qu'on pourrait citer, c'est que c'est ce que je décris là, c'est-à-dire des gens de gauche qui après deviennent pro-science, mais sur un mode très technophile, c'est des évolutions qu'on va trouver dans d'autres pays, notamment en Angleterre. Et notamment, quand on disait tout à l'heure, le groupe là, qui animait Sensible Science, il est lié à une histoire un peu particulière, c'est que beaucoup de ces militants sont des militants trotskistes, en fait, du Revolutionary Communist Party, qui est un groupement qui était rattaché à la 4e, très anti-écologiste, très pro-nucléaire et très pro-science, et qui finit par, en vieillissant et avec le jeu des années, et ça j'avais fait un papier dans la revue Zilzel qui décrit ces transformations-là, qui finit par épouser, et maintenant ils s'autodéfinissent comme libertariens. Ils s'autodéfinissent comme libertariens, mais parce qu'ils ont rejeté la lutte des classes, mais c'est des gens qui au départ partent du trotskisme en fait. Et donc il y a tout un jeu comme ça de glissement, qui sont bien, ces débats sont bien décrits du marxisme anglais dans le papier de Donham Mackenzie, Marx and the Machine. C'est des débats un peu pointus, mais en gros c'était de dire, ce qu'on appelle, si on est marxiste, est-ce qu'on défend la science, quelle que soit la réalité? Et Mackenzie disait non, en fait, ce que vous appelez science, ce n'est déjà qu'un bout de la superstructure. C'est un reflet dans la superstructure de l'usage bourgeois de la science. Donc, ceux qui n'ont pas choisi cette voie-là, ils sont partis libertariens, quoi. Voilà, et donc, si on est marxiste, on défend la science. Ça, c'est la version LM. Donc, ce groupe-là qui aujourd'hui est financé par les Farcock, notamment ce groupe Spiked, qui a été très très actif. Vous pouvez trouver que c'est secondaire, mais en fait, une bonne partie des gens qui ont des positions aujourd'hui au gouvernement britannique sont sur cette mouvance-là. Et donc, il y a beaucoup de papiers. Si vous commencez à taper Revolutionary Communist Party, allez voir les papiers dans le Guardian, de Mondiaux, il y a au moins une dizaine de papiers. Et à chaque scansion, on voit les personnes occuper des positions de plus en plus hautes dans l'établissement britannique. Mais ce mouvement-là, très anti-climato-sceptique, très financé aussi par l'industrie, c'est lui qui est vraiment à la baguette sur sa capture de la médiation scientifique. La deuxième tendance qui a changé, c'est l'accélération qu'a permise les réseaux sociaux, les fermes de contenu, le marketing digital. J'ai pas le temps de développer énormément, mais dans les Gardiens de la Raison, on fait des entretiens avec des gens qui animent ces entreprises de marketing digital, et tout l'intérêt qu'il y a à utiliser les vulgarisateurs scientifiques, notamment sur YouTube, pour diffuser les mots d'ordre de l'industrie. Et donc cette capture de la médiation scientifique, elle s'accélère parce que il suffit qu'il y ait un doctorant qui n'a pas de poste ou qui s'embête dans son laboratoire parce qu'il est dans une division du travail telle qu'il a un tout petit bout de choses à étudier et il a envie d'avoir une chaîne YouTube avec laquelle il renoue avec un rapport vertueux au métier, commence à diffuser de la science, etc. Il va être d'emblée contacté par des entreprises de placement de produits pour défendre tel ou tel point de vue. Donc ça, le parcours de Jay Barnes, qui est l'ancien responsable en relations publiques de Monsanto, il a monté sa propre entreprise maintenant d'influence marketing digital. Il a une femme de contenu qui s'appelle Bonus Eventus, où toute la journée, comme ça, vous pouvez aller chercher des PowerPoint, des arguments, des diagrammes que vous pouvez après relayer sur votre compte Twitter. Et si vous faites ça, bien sûr, vous allez après potentiellement financer, etc. On pourrait citer aussi notre ami Jamil de Je t'ai pas sorcier, qui nous avait tous bercé dans notre enfance et qui maintenant est un des actionnaires principaux de Webedia, et qui a 6 chaînes YouTube et qui en permanence diffuse de la science, mais sous le mode d'influenceur.
sans forcément qu'on sache toujours d'ailleurs les personnes, les entreprises. Voilà. Donc là, dans le livre, je ne me prononce pas sur Jamie, mais par contre, dans le livre, on se prononce sur Dr Nozman, qui est un autre YouTuber qui défend la science, et qui, par exemple, va faire une vidéo pour montrer comment on fabrique très bien des tunnels, et comment des ingénieurs ont un vrai savoir-faire pour fabriquer des tunnels, avec pas mal de gens quand même qui ont des blues Bouygues tout le long de la vidéo. Et donc là, il y a toute une accélération qui est permise pour ces formes de brouillage sur d'où vient le message, est-ce que c'est par en bas ou est-ce que c'est l'industrie qui est accélérée par ces points-là. Mais peut-être un point plus important et plus fondamental à mes yeux en tout cas, c'est une autre stratégie qui est mise en place vis-à-vis des milieux scientifiques, c'est tout ce que décrit Nancy MacLean dans son livre Democracy in Chains, qui est toujours pas traduit et qui, à mon avis, serait une bonne traduction pour un éditeur français, et qui est la façon dont les industriels finalement vont chercher à capturer un certain nombre de notions qui sont essentielles au fonctionnement de la science, et notamment la notion de liberté d'expression, le free speech, et comment ils vont le retourner, le capturer et le réutiliser contre l'université. Ça, c'est notamment Nancy MacLean, elle raconte comment sur le campus de George Mason University, on va avoir une réappropriation de l'héritage de Buchanan et de l'équipe du Public Choice, et son réarrimage à des stratégies de lobbying à travers un centre qui s'appelle le Mackinac Center, qui héberge un nombre de lobbies climato-sceptiques complètement impressionnant, qui est sur le campus, et qui va déployer des nouvelles stratégies afin de percuter l'état des savoirs scientifiques, et notamment systématiquement présenter des formes de consensus scientifique comme étant des choses biaisées politiquement ou qui ne respecteraient pas la diversité des points de vue des gens qui seraient contre. Voilà. Et donc là, il y a une sociologie très facile à faire quand on y prend un peu de temps de tracer ces financements-là, parce qu'en fait, aux États-Unis, vous avez accès au formulaire de taxation. Donc, il y a des gens qui l'ont fait, comme le sociologue Robert Bruhl, qui a compté comme ça combien, il a montré comme ça 80 ONG climato-sceptiques financées par le Donor Trust des frères Koch, et comment l'argent part de l'argent, du pétrole, du charbon, pour aller vers voilà. Mais c'est des documents qui font 250 pages. Donc, si vous prenez juste là, c'est la Charles Close Convention, vous avez 230 pages, et puis vous voyez les universités, le type d'organisations qui sont financées en permanence, mais c'est souvent des bouts de campus, des organisations étudiantes, et donc c'est des gens qui ne sont jamais sortis de l'université, disait Georges Monbiot, mais qui en tout cas considèrent que ce qui se joue sur l'université est important. Et l'attaque en règle, elle se fait très fréquemment contre des universitaires qui, sur le climat ou sur d'autres questions, se voient accusés d'être partial, etc. La capture du free speech, c'est aussi cette stratégie. C'est au Mackinac Center, par exemple, qu'on doit le concept de fenêtre d'Overton. C'est un peu l'idée que si vous voulez réhabiliter une idée qui est complètement dépassée scientifiquement, il faut réouvrir la fenêtre de discussion. Donc, par exemple, si vous êtes un peu critique de l'environnement, vous faites venir un ultra climato-sceptique et quelqu'un qui est très très à gauche, et vous vous posez au milieu et vous allez occuper ce que les libertariens appellent l'extrême centre, c'est-à-dire une position modérée entre une position complètement disqualifiée et une position voilà, et donc vous allez pouvoir vous opposer en libéral face à deux positions caricaturales. Voilà. Et c'est un peu systématiquement ce qu'opèrent aussi les plateaux de télévision à la CNews. Vous faites venir une position de gauche mais ultra minoritaire et hyper clivante, et quelqu'un très très à droite, et au milieu vous êtes là en train de faire le présentateur équilibré et centriste. Ça c'est vraiment fabriqué par le Mackinac Center. On peut tracer ces arguments aussi dans des think tanks comme l'American Enterprise Institute, où il y a ce rapport qui est gratuit, vous pouvez le télécharger en ligne. Là aussi, c'est 150 pages de concentré de choses qui nous arrivent. The Politically Correct University, où là, en fait, on va théoriser le fait que les chercheurs sont biaisés parce qu'en fait, l'université fonctionne comme un tunnel de gauche. C'est-à-dire qu'en fait, les doctorants de droite sont systématiquement découragés parce que d'abord, tous leurs enseignants sont des gauchistes. Mais en plus de ça, comme ils sont plutôt attachés aux valeurs familiales, faire une thèse reporte leur projet d'avoir des enfants et d'avoir une famille. Donc du coup, ils sont découragés, ils font pas de thèse. Et puis comme ça, on fait une liste. Et donc en fait, il y a un plafond de verre. Donc on reprend aussi toutes les terminologies
visant à lutter contre les discriminations, il y a un plafond de verre qui s'abat contre les chercheurs, les doctorants de droite, donc à la fin il n'y a plus que des gens de gauche. Et donc dans le rapport, vous allez avoir des questionnaires envoyés dans l'université, donc ça aussi si ça arrive, ne répondez pas à ces questionnaires, parce que je pense que ça va être bientôt le cas ici. On envoie des questionnaires dans les départements de sciences sociales, etc., en disant oui, c'est pour mesurer la diversité, les opinions politiques des chercheurs, voir un peu, donc nous on est positivistes, on répond, donc on va dire bah oui, c'est une enquête, c'est sympa, et à la fin vous avez des tableaux avec 90% des sociologues sont de gauche, voilà, on peut pas avoir une université publique financée qu'avec des militants, etc. Donc on attaque ce qui est de l'ordre de l'éthos professionnel ou disciplinaire va être recodé en des termes uniquement partisans, et ça permet de dire, mais en fait, il n'y a pas de diversité politique, donc il faut fermer ces trucs-là. Voilà, c'est ça l'argument. Et ça touche aussi, bien sûr, les étudiants qui sont réputés être complètement incapables de discuter, repliés sur l'identité politique, être complètement incapables d'argumenter rationnellement, ils sont devenus complètement irrationnels. Et notamment, il y a cet ouvrage qui est un gros succès, écrit par deux personnes, Lukianoff et Haidt, donc qui s'appelle The Coding of the American Mind. En gros, c'est des adolescents trop dorlotés, quoi. On a trop dorloté l'esprit américain. Donc Jonathan Haidt, c'est un psychologue de business school qui a théorisé l'idée qu'en fait les gens de gauche en fait seraient moral color blindness. Donc il reprend l'idée de colorblind. On reproche aux gens de droite d'être colorblind, et lui, non, mais en fait, les gens de gauche, ils sont moral color blindness, et en fait, ils sont incapables de comprendre qu'il y a des gens qui auraient d'autres morales, notamment familiales, qu'eux, et donc ils sont totalement sectaires. Et donc, en fait, il fait des typologies de mentalité psychologique en fonction des orientations politiques. Et il explique que les gens de gauche sont intolérants par nature, alors que les plus ouverts, c'est les libertariens. Mais c'est vraiment, je ne m'émence pas, c'est vraiment ses papiers, c'est ça. Et il a monté un mouvement qui s'appelle Heterodox Academy, pour revaloriser la diversité politique dans le monde académique et revaloriser l'esprit de débat dans les universités. C'est aussi une des stratégies qui passe par le repérage systématique des profs qui suscitent des controverses ou qui, parce que ça se passe pas bien avec les étudiants, il va y avoir une vidéo qui tourne sur YouTube, etc. Donc là, l'affaire Brechstein, c'est l'exemple paradigmatique, un enseignant qui est reproché d'avoir tenu des propos racistes, les étudiants ne veulent plus l'avoir, etc. Et donc là, vous allez avoir tout ce cortège d'organisations qui se grèvent dessus pour faire exister la transgression, avec un cycle expression transgressive, contre-réaction, et puis dramatisation de ce qui s'est passé. Donc là, il y a toujours un truc de dire aussi, vous avez rouvert le champ du disciple, fenêtre d'Overton, et puis quand quelqu'un est vraiment choqué, parce que tiens, on a invité un négationniste à l'université, donc il y a des gens qui s'offusquent, on dit, non mais attendez, le free speech, en fait, on est obligé, l'université, la science, c'est le free speech. Donc là, il y a une forme de distorsion de ce qu'est la discussion scientifique. Hein. Il y a des énoncés, une fois qu'ils ont été réfutés, et on ne va pas refaire le débat sur changer le plan en or ou des choses comme ça. Donc il y a des choses, normalement, la science, elle avance par zone de consensus. Et il y a une distorsion de cet argument en disant, en fait, non, la science, c'est la liberté d'expression, et donc c'est la liberté de parole, et donc on a le droit de dire ce qu'on veut, même si c'est faux, parce que la vérité triomphe de la conflictualité. Donc là, ce jeu-là, d'avoir des logiques, d'avoir des transgressions pour être empêché de parler, pour pouvoir dire, mais en fait, c'est moi le libéral, et vous m'avez censuré, c'est bien décrit dans ce livre de David Renton, qui raconte à la fois l'histoire du déplatforming, dans les mouvements de gauche anglais depuis les années 70, donc on va confisquer le micro de quelqu'un qui par exemple défend la guerre du Vietnam, etc. Mais comment aussi ça a été digéré par les mouvements conservateurs et utilisé dans des stratégies où on va dramatiser ça. C'est-à-dire, on sait déjà que si on organise un événement qui va pas passer, on va mettre dans la salle des gens avec des vidéos prêts à filmer, et d'ailleurs on fera la campagne sur on peut plus rien dire. Voilà. Et donc là, il y a une capture de la notion de free speech, son retournement contre l'université. Être pour la diversité des points de vue, c'est être pour la vérité. Alors que la diversité des points de vue, elle suppose aussi une invitation, dans le cadre universitaire, de personnes dont on sait qu'elles disent des choses fausses. Donc là, il y a quelque chose qui est paradoxal, c'est en gros, pour défendre le free speech, on transgresse une norme scientifique de base qui est on discute qu'avec des preuves, on discute avec des gens qui ont une forme d'argumentation, et à travers des choses qui ont déjà été réfutées, on discute plus, quoi. Donc là, il y a une différence entre discussion scientifique et expression des opinions qu'on feint d'ignorer et qui est systématiquement remise comme quelque chose qui fait trébucher les chercheurs scientifiques. Je suis obligé d'avancer un petit peu, mais bon, ça va assez loin parce qu'aux États-Unis, il y a des sites où les étudiants sont encouragés à mettre faire la liste des enseignants de gauche en mettant les verbatims de ce qu'ils disent dans les cours, et ça c'est financé par des gens. Là c'est un site, j'ai fait un papier dans Mouvement
la dernière où je fais un peu la liste des financements de ça, mais c'est toujours les mêmes types de groupes financiers d'ailleurs qu'on retrouve en fait. C'est quand même souvent le pétrole, souvent le charbon, souvent la Silicon Valley version Peter Thiel, Elon Musk, etc. Le cas le plus intéressant, je trouve, dans ce paysage-là, c'est FIRE, la Foundation for Individual Rights and Expression, qui est fondée par Lukianoff, donc qui est celui qui a fait le bouquin de Coding Man avec Jonathan Head. Et FIRE, c'est une fondation qui va venir en aide aux enseignants qui ont été attaqués, essentiellement. Des fois, ils font des rappeurs aussi, parce que en fait, ça fait un peu, on est proche des jeunes. Mais en fait, l'année dernière, c'est 93 cas aux États-Unis d'enseignants qui sont défendus par la fondation. Et cette fondation, donc, je me suis amusé à retracer dans les trucs fiscaux qui financent. Et c'est là aussi, c'est quand même assez clair. En fait, c'est pas une fondation qui sort du ciel. Donc les avocats vont faire des litiges, prendre en charge la défense des professeurs, monter en épingle le cas, le construire comme un cas public, etc. Ce qu'on voit aussi arriver de plus en plus aux États-Unis dans ces stratégies-là, c'est la création d'universités où enfin on peut parler. C'est comme en fait il n'y a plus de diversité dans les universités, on va créer des universités où enfin on peut tout dire. Et donc il y en a 2 qui ont été créées l'année dernière, donc UTAX, University of Texas Austin, mais avec un X en plus. Et donc là c'est pas mal Silicon Valley, enfin les gens qui interviennent c'est plutôt la mouvance Lukianoff et tout ça, mais pas mal nouvelle technologie. Et puis il y a la version un peu plus littéraire, c'est le Ralston College, où là on peut encore dire des vieux trucs, mais sans être embêté. Voilà. Donc là ça va encore plus loin, c'est qu'en fait on crée des espaces à part, construits sur cette idée que penser ça suppose de pouvoir avoir une libre expression. Alors vous pouvez me dire tout ça c'est que les États-Unis, mais en fait je pense pas. Je pense qu'on a des débuts d'importation de ces logiques-là. Alors bien sûr, dans un champ politique français qui a son histoire, avec des distorsions, tout n'est pas... Voilà, mais on a eu un exemple de cas il y a quelques années, il y a 2-3 ans, à l'EHESS, après la vague MeToo, Hervé Lebras a été invité à intervenir pour parler du pouvoir social des femmes. Et donc dans la salle, bon bien sûr des platforming, des étudiantes arrivent, arrachent le micro, et il y avait déjà une journaliste du Point avec une vidéo qui est postée aussitôt. Le Point s'est mis aussi à traduire systématiquement Quillette. Tout à l'heure le truc sur le centrisme manifesto là, ça vient de Quillette qui est un site libertarien australien. Et donc régulièrement Peggy Sastre traduit ces textes dans le Point. Voilà. Lukianoff, en fait, pour moi, l'équivalent en termes de propos, dire les étudiants, c'est une génération offensée qui n'écoute pas. Le bouquin de Caroline Forrest, en fait, c'est exactement le même type d'argument. On a une génération offensée qui est pas capable de discuter. On veut nous canceller dès qu'on veut faire quoi que ce soit, et c'est insupportable. Et puis alors après, du côté de News Magazine, le fait d'associer l'écologie à l'irrationalité ou dire que l'université c'est le repère des gauchistes, c'est quelque chose que voilà, maintenant est relativement installé comme traitement médiatique. Alors le problème c'est jusqu'où ça va aller et jusqu'où ça peut aller. Donc d'habitude je fais une sortie sur Bronner, mais bon on va l'épargner cette fois-ci. Mais là par exemple avant-hier, donc on a eu le président de l'AFIS, je terminerai sur cette dernière slide, le président de l'Association française pour l'information scientifique dont on vient de faire l'histoire, donc est Jean-Marie Bréon, François-Marie Bréon, qui a fait une visite du laboratoire sur le climat dans lequel il travaille pour les gens du Rassemblement National. Parce qu'en fait, ils avaient eu ce propos, vous savez, d'un responsable du Front National disant que le GIEC exagérait dans ses propos. Donc lui, il a organisé, au nom de l'AFIS, une visite d'un député du Rassemblement National en expliquant, voilà, la science est apolitique, et donc il n'y a pas de raison, on peut inviter le Rassemblement National. Et donc là, pour moi, il y a une forme de... Comment dire, de quelque chose qui s'est un peu perdu en chemin sur les conditions de possibilité de l'activité scientifique. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose qui est très visible, par exemple, dans les années 30 dans l'Union rationaliste, c'est que pour eux, il y a un lien entre la possibilité d'avoir des statuts scientifiques, une autonomie de recherche scientifique, une autonomie de pensée, et le type de régime politique qu'il y a derrière. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui, sur le cas allemand, par exemple, est très visible, mais pas que. Louis Lapic, en 1936, raconte notamment qu'il est allé en Italie, qu'il a vu le régime de Mussolini, il a vu qu'ils avaient des réalisations, mais qu'en fait, plus qu'un amour purement idéaliste de la science, il est d'abord attaché aux libertés. Et donc là, il y a une forme de retournement sur lui-même de l'argument de l'apolitisme de la science, qui perd de vue les conditions sociales de possibilité de la science. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est perdu là. C'est en gros dans tous les pays où des
copains du Rassemblement national ont pris le pouvoir, en fait, le premier endroit qui sont visés, c'est les départements de philosophie, les départements de sciences humaines, et le rapport à la science, il est beaucoup plus autoritaire et beaucoup plus instrumental dans les régimes autoritaires. Ça, c'est quelque chose qui est perdu. Et donc, bien sûr, ce n'est que la moitié de la phase, parce que, comme tu l'as dit, il y a aussi d'autres formes d'engagement, et je le vois bien depuis que les bouquins sont sortis, Extinction Rébellion, avec sa version scientifique en rébellion, etc. Mais là, c'est générationnel. C'est-à-dire, en fait, Bréon, pour moi, c'est la génération plus âgée, en fait. Celle qui, justement, a connu plutôt la grande phase patron scientifique, bureaucratie savante, application industrielle, etc. Les plus jeunes sont beaucoup plus critiques, mais ils n'ont pas forcément pied dans ces vieilles structurations, ces vieilles organisations rationalistes. Ils vont prendre directement des positions sur l'environnement beaucoup plus explicites. Donc là, voilà, pour moi, c'est un peu la fin, la boucle qui me manquait. On va peut-être s'arrêter là, mais je pense que là, il y a une accélération et une importation de ce type de mot d'ordre qui est assez terrible et qui va finir par affecter, y compris la France, alors que paradoxalement, c'est un pays qui était un peu moins exposé au financement direct de ces pseudo-instituts et qui avait une tradition d'engagement public pour la science non financée et amateur qui était plus forte que dans d'autres pays. Voilà. Merci beaucoup. Voilà.